Tard dans la nuit, le téléphone de Shen Yuan a bipé, un message était arrivé. Il regarda l'écran. Il se figea, choqué, et quelque chose en lui sembla se briser. Sa petite amie disait qu'elle voulait rompre. Shen commença à écrire frénétiquement avec des doigts tremblants, demandant ce qui s'était passé. Il espérait que ce n'était qu'une blague. Il avait des rêves pour leur avenir, y compris le mariage. Mais ensuite, elle le bloque. Écrasé, il s'effondre sur sa chaise. Un de ses amis prévoyait de l'inviter à jouer à un jeu. L'ami essaie d'aider, mais Shen Yuan sort en trombe, claquant la porte. Ses amis sont frustrés qu'ils ne puissent pas maintenir une relation. Shen Yuan, connu pour courir désespérément après les filles et dépenser pour elles sans rien recevoir en retour, est furieux car après 3 ans, il n'a toujours pas conquis une fille nommée Xuon. La scène change et le montre suppliant Xuon en public, lui offrant son dîner préféré. Les passants chuchotent qu'il a travaillé dans 4 emplois juste pour la soutenir. Xuon explique calmement qu'elle a réfléchi et décidé de revenir avec son ex. Shen Yuan connaît l'ex et lui rappelle avec colère qu'il a trompé. Soudain, l'ex arrive en voiture. Il appelle Xuon. Elle dit que c'est mieux ainsi et part avec lui. Dévasté, Shen Yuan croit qu'il ne trouvera jamais l'amour. Il jette le dîner qu'il avait acheté pour elle. Le soir, il entre dans un petit supermarché. Debout près de l'étagère, il avale de l'eau d'un trait. Son esprit est envahi par la pensée que les sentiments sincères mènent toujours à la trahison. Il a l'impression d'être condamné à jouer le rôle du « chien lèche-botte » pour toujours. Il presse la bouteille en plastique, se demandant ce qui pourrait être si mal à simplement être lui-même. Shen Yuan décide qu'il ne courra plus après personne. Il va maintenant devenir le roi de la mer. Soudain, un message système jaune apparaît. Une voix inconnue dit « Compatibilité unique trouvée, connexion haute commence ». Soudain, un système mystérieux apparaît, révélant ses statistiques. Son nom, un solde personnel de 230 pièces et un seul point de force. Il mentionne aussi qu'il a 90 milliards de pièces, mais seulement pour son statut de lèche-botte. Confus, il fixe une fille à proximité. Elle demande si quelque chose ne va pas puisqu'il regarde sa poitrine. Le système l'identifie comme Sule, 21 ans, 165 cm, 49 kg, et presque 8 sur 10 en apparence. Sa faveur envers lui est négative 50. Le système dit que si une fille atteint 95 de faveur, elle devient sa lèche-botte. Shen Yuan est perplexe. Il se demande s'il doit utiliser les 90 milliards de pièces sur les femmes. Le système confirme qu'elles ne peuvent être dépensées que sur les femmes. Quand une atteint 95 de faveur, il récupère un dixième du montant dépensé, ainsi que d'autres bonus. Il décide de tester cela. Il invite Sule à manger et propose de payer. Le système approuve, disant qu'il peut commencer à dépenser. Une fois qu'une fille atteint 95 de faveur, il gagne aussi 5 points pour améliorer ses capacités. Sule se demande s'il fait juste étalage d'argent et s'il essaie de la draguer. Elle se souvient comment elle a fait dépenser plus de 30 000 à un gars avec seulement quelques mots. Shen Yuan répond qu'elle devrait le tester pour savoir. Elle lui dit d'acheter des snacks pour ses amis. Sule le méprise, pensant qu'il s'habille mal et suppose qu'il va reculer. Mais Shen Yuan dépense 50 000 sans hésiter. Les gens qui se moquaient de lui commencent à réaliser qu'il est riche malgré son apparence. Shen Yuan lui dit que cette somme est insignifiante pour lui. Il lui demande ensuite de l'ajouter. Sule se demande s'il est un de ses riches héritiers. Elle accepte de l'ajouter, mais insiste pour qu'ils aillent quelque part d'abord pour tester sa sincérité. Debout devant une boutique de luxe, elle affirme ne pas être matérialiste, mais elle doit savoir s'il est sincère. Shen Yuan est heureux intérieurement. Ça commence à devenir intéressant. Il sourit et dit qu'elle peut choisir ce qu'elle veut. Dans sa tête, l'essentiel est de montrer de la générosité, même s'il n'y a presque pas d'argent. Il remarque une autre fille, c'est celle avec qui il a rompu. Elle vient d'entrer dans la boutique. Shantong se fige et se retourne surprise. Est-ce vraiment lui? Sule indique que c'est son ex. Elle dit que c'est le moment parfait pour la croiser. Sule demande un sac en édition limitée spécifique. Le vendeur dit qu'il n'en reste qu'un, et Xuon est en train de l'essayer. Xuon se vante qu'elle va prouver la différence entre gagnant et perdant. Elle fait allusion à un anniversaire à venir. Son petit ami est confus. Il pensait que c'était déjà passé. Elle précise que c'était l'anniversaire lunaire, et maintenant c'est le solaire. Xuon insiste sur le fait qu'elle n'est pas matérialiste. Son petit ami semble incertain. Sule, utilisant l'argent de Shen Yuan, prend le dernier sac pour l'acheter pour elle-même. Elle gagne 20 points de faveur. Alors qu'elle admire le sac, Shen Yuan gagne encore 20 points, puis encore 20 autres. Il est ravi qu'un sac lui ait donné 60 points. Cependant, il réalise qu'il ne récupérera pas beaucoup d'argent s'il atteint 95 de faveur trop vite avec seulement de petits achats. Le vendeur commente que certains gars font semblant d'être riches mais ne dépensent pas pour leurs copines, tandis que le mal habillé Shen Yuan donne tout à Sule. Xuon est humilié tandis que Sule dit fièrement qu'un bon petit ami, comme un sac, doit être tenu fermement. Elle complimente Shen Yuan, pensant qu'elle ne peut pas se permettre de le perdre. En larmes,
Xuan le bouscule en disant qu'il est allé trop loin. Shen Yuan répond froidement qu'elle a encore beaucoup à souffrir. Le système active alors une deuxième relation. Les statistiques de Xuan apparaissent. 21 ans, 163 cm, 49 kg, et une attractivité légèrement supérieure à celle de Sule. Sa faveur est de -10. Sule demande où ils vont ensuite. Shen Yuan sourit, disant que la nuit ne fait que commencer et qu'il a plus qu'assez d'argent. Shen Yuan demande si un sac suffit. Sule, submergé, commence à tout attraper. Il paie, et les vendeurs organisent la livraison. Il continue à gagner des points de faveur, 5 à chaque passage. Finalement, Sule est épuisé et ne sait plus où mettre tous les sacs. Shen Yuan propose de lui acheter une maison. Cela se retourne contre lui, il perd des points. Sule lui dit de ralentir. Même pour quelqu'un de riche, acheter une maison est trop tôt et trop vite. Sule, étudiante en 3e année à l'école des Beaux-Arts, a 21 ans, pèse 49 kilos, et aime la couleur noire. Shen Yuan demande une carte prépayée pour elle. Il la charge avec 500 000 crédits. Elle rougit et sourit, heureuse du cadeau. Il murmure que si elle ne peut pas résister, elle devrait céder. Sule l'appelle un garçon coquin. Il gagne instantanément 30 points de faveur. Les vendeurs s'extasient sur son attention. Shen Yuan réfléchit que l'argent facilite la séduction. Sule se demande pourquoi il dépense autant pour elle, mais pas pour lui-même. Il admet qu'il n'achète généralement pas de choses pour lui-même. Pour l'impressionner, Sule l'emmène faire du shopping. Elle utilise les 50 000 que son père lui a donnés pour lui acheter de nouveaux vêtements. Elle paie aussi sa coupe de cheveux. Shen Yuan a l'air frais et gagne 15 points de faveur supplémentaires. Il demande s'il a fait quelque chose de mal. Sule tient doucement son menton et dit qu'il n'y a rien qui cloche chez lui. Elle pense maintenant qu'ils forment un couple parfait. Elle le remercie, disant que c'était une journée spéciale. Sa faveur atteint 68. De retour au dortoir, ses amis remarquent son nouveau look et demandent ce qui s'est passé. Il dit qu'il est sorti en rendez-vous. Il lui rappelle qu'il pleurait récemment à cause de Xuan et le préviennent que Sule pourrait lui vider son porte-monnaie. Shen Yuan les remercie. Puis, un message de Xuan arrive. Elle dit que s'il la déteste, ils devraient se supprimer mutuellement de leur contact. Il pense à augmenter sa faveur pour en tirer profit. Il répond gentiment, disant qu'elle a toujours une place spéciale dans son cœur. Elle explique qu'elle est seulement avec son ex parce que sa mère est malade et a besoin de 50 000 pour un traitement. Shen Yuan envoie l'argent. Son ami demande qui a fait cela. Xuan admet que c'était son ex, Shen Yuan. L'ami est choqué. Même après avoir envoyé l'argent, il ne gagne que 5 points de faveur. Xuan le bombarde de questions. Pourquoi il a envoyé l'argent? D'où vient l'argent? Ce que Sule représente pour lui? Pourquoi il ne lui a jamais acheté de sac? Et s'il est secrètement riche? Shen Yuan l'ignore après 15 messages. Il se demande s'il y a une façon plus divertissante de dépenser. Il trouve une fille en live stream. Elle est sur le point de se déconnecter car personne n'envoie de cadeaux. Il décide que c'est mieux que d'acheter des sacs et envoie une fusée. Puis, il en envoie 100 autres et son téléphone plante. Dans le live stream, les spectateurs sont stupéfaits. Ils commencent à demander qui a envoyé tous ces cadeaux. Shen Yuan réalise qu'avoir de l'argent attire l'attention. Il envoie encore 900 fusées, faisant planter son stream. Dans la société qui gère les streamers, un employé arrive en courant. Il rapporte que quelqu'un vient de dépenser 10 millions sur un seul stream. Tout le monde est choqué, ne sachant pas s'il blanchit de l'argent ou travaille pour la plateforme. D'autres streamers voient son pseudo et essaient de lui envoyer des messages. La fille du live stream est émerveillée. Elle lui envoie un message, demandant s'il regarde toujours. Mais Shen Yuan est déjà allé se coucher après une longue journée de dépenses. Le lendemain matin, ses amis lisent les nouvelles. C'est à propos d'un gars mystérieux qui a dépensé 10 millions. Il rêve à ce qu'il ferait avec autant d'argent. Shen Yuan réalise qu'il a dépensé tout cet argent sans même gagner de faveur. En ouvrant une application sociale, il voit d'innombrables messages de filles. L'une dit qu'elle a 28 ans, est divorcée, et veut le rencontrer. Elle l'invite dans son studio, mais n'obtient pas de réponse. Il n'est pas excité, car cela n'aide pas ses objectifs. Ses amis se préparent à sortir et ils demandent où ils vont. Ils disent qu'ils vont voir la déesse du campus, Zhao Yuqi. Ils veulent arriver tôt pour la voir de près. Le système affiche le profil de Zhao Yuqi. Elle est la fille la plus admirée de l'université, vice-présidente du conseil étudiant. Pianiste, danseuse de ballet et championne d'escrime. Ses talents la rendent intouchable pour la plupart des étudiants. Depuis 3 ans, personne n'a pu s'approcher d'elle. Shen Yuan la voit comme le défi ultime. À proximité, Xuan parle à son ami, notant que Shen Yuan a commencé à bien s'habiller seulement après leur rupture. Elle craint qu'il ne s'oppose à son nouveau petit ami. Pendant ce temps, Shen Yuan écoute les étudiants discuter de qui gagnera le cœur de Zhao Yuqi. Un étudiant se vante et s'approche d'elle pour demander son contact. Un autre essaie de l'arrêter, mais le premier insiste qu'il veut juste des conseils de Zhao Yuqi. Zhao Yuqi regarde curieusement. Puis, Shen Yuan demande audacieusement son contact aussi. Les autres étudiants se moquent de lui,
mais il reste ferme. Zhao Yuqi loue son courage. Le premier gars admet même que Shen Yuan est plus beau. Shen Yuan décline l'offre de rejoindre l'union étudiante, disant que son seul but est de poursuivre Zhao Yuqi. Les autres étudiants regardent et admirent la confiance de Shen Yuan. Impressionné, Zhao Yuqi lui donne son contact. L'ami de Xuan remarque et se demande ce qui se passe entre eux. Shen Yuan dit négligemment qu'il aime juste les jolies filles et ne voit pas pourquoi le cacher. Il crée un lien flirty avec Yuqi, bien que sa faveur soit encore à zéro. Dehors, ses amis l'encouragent. Ils disent qu'il avait l'air désespéré avant, mais maintenant il est confiant. L'un plaisante en disant que s'il s'approche de Yuqi, il devra leur présenter ses amis. Un étudiant rejeté se plaint, disant que Shen Yuan a bon goût, mais qu'il a encore beaucoup à apprendre de lui. Shen Yuan dit ironiquement que supporter l'humiliation est aussi un talent. La foule derrière eux chuchote. On dirait qu'une dispute va éclater. Le gars rejeté craque et attaque soudainement. Il crie que Shen n'est qu'un chat aveugle qui a juste trébuché sur une souris morte et n'a rien dont être fier. Shen esquive, le regardant avec mépris. Juste à ce moment, Sule arrive et appelle Shen Yuan, disant qu'elle l'attendait. Tout le monde est choqué. Elle ignore habituellement les garçons. Shen Yuan propose de se faire pardonner avec un repas. Elle demande si elle est belle dans la tenue qu'il a achetée. Il répond que la beauté ne dépend pas des vêtements. Il s'éloigne. Le gars rejeté reste là, confus. Xuan regarde en silence. Elle est profondément bouleversée, les larmes coulant sur son visage. Plus tard, Sule remet à Shen Yuan un dessin qu'elle a fait de lui. Elle dit qu'elle a veillé toute la nuit et lui demande de ne pas le jeter. Il est touché, c'est le premier cadeau qu'il reçoit d'une fille. Elle rougit et sourit timidement en réponse. Shen continue de la regarder, silencieusement. Il se demande intérieurement. Est-ce un piège tendu par Sule? Il se demande à voix haute si tout cela n'est qu'un jeu. Sule s'énerve et essaie de reprendre le dessin. Shen Yuan dit qu'il le gardera comme un trésor familial et avoue qu'il l'aime plus pour sa personne que pour ses cadeaux. Elle est impressionnée, et il gagne 5 points supplémentaires. Shen Yuan soupçonne qu'elle veut qu'il soit son animal de compagnie, mais il a d'autres plans. Juste à ce moment, un gars arrive et sépare leur étreinte. Un gars demande qui est Shen Yuan et s'il est riche. Shen Yuan réalise que le gars est un autre admirateur de Sule. Elle dit qu'elle ne connaît pas ce gars et qu'il ne la contrôle pas. Shen Yuan se présente et demande au gars, nommé Yang Yu, depuis combien de temps il suit Sule. Yang Yu répond 6 mois. Shen Yuan lui raconte son histoire. Il a été remplacé après 3 ans, travaillant dans 4 emplois et survivant à peine. Yang Yu ne comprend pas le sens. Shen Yuan dit que le rejet peut alimenter l'amélioration de soi. Il demande pourquoi un homme ne devrait pas avoir une bonne partenaire de vie. Yang Yu a les larmes aux yeux. Sule, confuse, dit que Yang Yu est juste un ami. Shen Yuan lui dit qu'il ne se soucie pas de son passé, mais qu'il ne tolérera pas le manque de respect. Il déchire le dessin et lui dit qu'elle peut toujours utiliser la carte qu'il lui a donnée. Mais il ne veut plus la voir tant qu'elle n'aura pas réglé ses sentiments. Sule regrette ses actions, réalisant que Shen Yuan est la première personne qui s'est vraiment souciée d'elle. Il gagne 5 points supplémentaires. Réfléchissant à sa croissance, Shen Yuan décide d'aller de l'avant. Il ouvre son téléphone. Il remarque Zia Yuqi qui commence un live stream. Parmi toutes les filles qu'il a rencontrées jusqu'à présent, elle semble la plus innocente. Pendant son live stream, elle s'est présentée comme une étudiante en piano qui venait de commencer à streamer il y a 2 jours. Elle a poliment demandé du soutien. Shen Yuan la trouve adorable et se demande si la gracieuse et posée Zhao Yuqi pourrait en fait être chaleureuse au fond. Il note avec arrogance combien peu de spectateurs Kiki a et se demande si c'est tout ce qu'elle peut attirer. Juste à ce moment, Chomi lui envoie un message demandant où il est. Il répond en faisant semblant de ne pas la connaître. Elle lui rappelle les nombreux cadeaux qu'il a envoyés pendant son stream et choqué qu'il ait oublié. Il lui dit qu'il jouait juste et demande si elle est libre pour se voir. Chomi refuse, disant qu'elle est occupée. Il l'ignore. Pour le reconquérir, Chomi promet de faire un live stream spécial. Shen Yuan, agacé, réalise qu'elle veut juste plus de cadeaux. Il est frustré car il n'a aucun lien système avec elle et a déjà dépensé plus de 10 millions. Fatigué, il décide d'arrêter de gaspiller de l'argent pour elle et de soutenir Zhao Yuqi à la place. Un duel en direct commence entre 2 streamers. Le gagnant est celui qui reçoit le plus de dons. Shen Yuan est amusé et demande qui est l'adversaire de Yuqi. Chomi rit, confiante qu'elle gagnera contre une débutante. Shen Yuan dit qu'il n'est pas sûr et regarde le duel commencer. Chomi gagne rapidement 10 000 points. Zhao Yuqi n'a que 206. Pourtant, Yuqi donne tout, utilisant talent et créativité pour divertir. Chomi, moqueuse, dit à Yuqi qu'elle devrait abandonner car elle a un soutien riche, Shen Yuan. Les spectateurs sont excités. Chomi pense qu'avec tous ses efforts, Shen Yuan lui enverra sûrement des cadeaux. Soudain, des fusées apparaissent à l'écran, mais pas pour elle. Toutes vont à Yuqi. Ses points montent en flèche à plus de 150 000. La notification indique que le donateur est Lonely Smoke, c'est-à-dire Shen Yuan. Yuqi est choquée. Chomi est furieuse.
exigeant de savoir pourquoi les cadeaux n'étaient pas pour elle. L'opérateur lui montre un panneau, disant qu'elle doit expliquer la situation à son patron. Déconcertée, Chomi s'excuse rapidement auprès des spectateurs. Puis elle termine son stream. Shen Yuan sourit en coin, satisfait de sa réaction. Il espère que Zhao Yuqi ne le décevra pas après son énorme cadeau. À la société de streaming, les employés s'emballent. Ils se demandent qui peut être ce donateur mystérieux. Certains spéculent qu'il doit être le fils de la royauté pour jeter l'argent ainsi. 3 filles bavardent avec excitation. Quelqu'un vient de dépenser 10 millions sur un stream de piano. Un autre streamer attrape en plaisantant un triangle, disant qu'il aime peut-être la musique. Yuki et son ami parlent de ce qui s'est passé. Son ami suggère qu'elle pourrait devenir une célébrité, mais Yuki hésite. Elle dit qu'elle ne pense pas que plaire aux hommes en ligne soit un objectif à long terme et valorise l'indépendance financière et personnelle. Son ami demande si elle connaît le donateur. Yuki secoue la tête. Pourtant, elle se sent reconnaissante et veut envoyer un message de remerciement. Son ami lui rappelle qu'elle a dit qu'elle ne voulait s'impliquer avec personne. Yuki dit soudain qu'elle sait peut-être qui il est. C'est Shen Yuan. Elle imagine qu'il doit être quelqu'un de riche et talentueux, qui choisit de vivre une vie ordinaire et est tombé amoureux d'une fille simple comme elle. Son ami rit et dit qu'elle regarde trop de séries dramatiques. Yuki continue d'imaginer que sa vie doit être difficile, cachant sa vraie identité. Son ami lui dit qu'il est tard et qu'il est temps d'aller se coucher. Mais Yuki veut toujours envoyer un message à Shen Yuan. Shen Yuan vérifie son téléphone. Il voit un message d'une fille l'invitant à déjeuner. Il dit qu'il veut manger son plat préféré, des écrevisses. Elle accepte de le rencontrer à la porte de l'école cet après-midi. Il remarque qu'elle n'a rien demandé sur les cadeaux ou son argent. Curieux, il se demande ce qu'elle veut vraiment. Le lendemain matin, Shen Yuan arrive en scooter. Un gars debout, à côté d'une voiture de luxe, demande s'il attend quelqu'un. Shen Yuan demande la même chose. Le gars dit qu'il attend sa petite amie. Puis, Kiki apparaît. Le gars dit à Shen Yuan de ne pas regarder car il faut du travail et de l'argent pour avoir une fille comme elle. Il se vante qu'il prendra toutes les jolies filles. À sa surprise, Kiki court droit vers Shen Yuan. Le gars pense qu'elle veut un tour en voiture, mais elle monte sur le scooter de Shen Yuan. Le gars reste sans voix. Kiki et Shen Yuan s'éloignent ensemble. Ils se demandent pourquoi ils se donnent la peine d'être riches. Kiki rêve qu'ils sont fiancés en arrivant au restaurant. Ils sont arrivés au restaurant. Ils commandent des écrevisses épicées. Le plat est servi, et Shen Yuan arrange la table soigneusement. Kiki est touchée par ses manières. Elle pense qu'il est noble malgré le fait qu'ils ne vont pas dans des endroits chics. Alors que Shen Yuan mange les petites écrevisses, Kiki commente en plaisantant que ce doit être les plus petites qu'il ait jamais mangées. Elle admire son humilité, imaginant qu'il cherche une vie paisible. Inopinément, Shen Yuan gagne 10 points de faveur. Puis, Kiki épluche une écrevisse et la lui offre. Juste au moment où il s'apprête à manger, Xuan arrive. Xuan voit Kiki lui donner à manger. Elle se tourne vers son petit ami. Elle suggère qu'il trouve une autre table car l'endroit est trop bondé. Son petit ami répond que ce n'est pas à cause de la foule, mais des visages familiers. Il s'approche de Shen Yuan et jette une liasse d'argent sur la table. Il lui offre de l'argent pour céder la table. Shen Yuan est confus et se demande si le gars pense que c'est impressionnant. L'homme jette plus d'argent, demandant si Shen Yuan en veut plus. Kiki serre son sac fermement, fâchée que leur déjeuner paisible soit gâché. Elle a l'air en colère, clairement dérangée. L'homme agite plus d'argent qui semble faux et affirme qu'il peut racheter tout l'endroit. Un serveur propose de leur trouver une autre table. Le petit ami refuse et insiste pour cette table précise. Soudain, un sac à main vole et le frappe. Kiki fait semblant que c'était un accident. Shen Yuan est confus. Il reconnaît la femme et l'appelle par son nom, Elena. L'homme se demande ce qu'elle fait ici. Elena le regarde furieusement, disant que si elle n'était pas venue, elle ne l'aurait pas surpris en train de tromper. Elle le gronde, et il nie, affirmant qu'elle est tout pour lui. Les spectateurs s'exclament. Elena crie à l'autre fille, l'accusant de séduction. L'homme la saisit par les cheveux. La fille pleure et dit qu'il a menti en disant qu'il était célibataire. Il dit qu'elle invente des choses et lui donne une gifle. Elle tombe au sol. Choqué, il s'apprête à la frapper de nouveau, mais Shen Yuan l'arrête. Il lui demande s'il aime s'humilier ainsi. Le système notifie Shen Yuan qu'il a gagné 20 points de faveur supplémentaires. Xuan dit à Shen Yuan qu'elle croit qu'il tient vraiment à elle. Il continue de gagner des points, encore 20, puis encore 20 autres. Enfin, le système annonce que la deuxième cible, Xuan, a dépassé 95 points de faveur. Shen Yuan a réussi à renverser la situation. Le système rapporte que Shen Yuan a dépensé 50 000 sur Xuan et recevra 5 000 en retour. Elle fait maintenant partie de son groupe de lèche-bot. En récompense, Shen Yuan reçoit 20 points de force et en attribue 10 à la force. Shen Yuan attribue 10 points supplémentaires à la forme physique. Fléchissant son bras, il fait face à l'homme blond en colère. L'homme saisit une bouteille. Il le menace. Shen reste calme et le traite simplement d'agaçant. Puis il frappe la bouteille et l'homme, l'envoyant voler. Le blond s'écrase au sol, vaincu. Shen dit que dépendre des autres n'est pas honteux,
mais utiliser les femmes et leur faire du mal est déshonorant. Le blond tremble et sort un couteau de sa poche. Kiki le prévient. L'homme blond tente de charger Shen à nouveau, mais avec ses capacités améliorées, Shen esquive et attrape son bras. Il le frappe avec son coude, puis il jette le blond au sol. Toute la zone de restauration regarde en silence. Bavant, l'homme reste immobile au sol. Shen s'éloigne, les mains dans les poches. Xuan s'accroche à sa jambe, suppliant pour un pardon et une autre chance. Shen reste froid et détaché. Il lui rappelle l'homme qu'il a porté pendant 10 km à 3 heures du matin jusqu'à l'hôpital. Il évoque celui qui a vu sa vanité, mais croyait encore qu'elle avait un cœur gentil. Il lui rappelle celui qui a économisé pendant 6 mois pour lui acheter un téléphone qu'elle n'aimait même pas. Il dit que toutes ces versions de lui ont existé autrefois. Puis il conclut en disant qu'elles ont toutes disparu. Plus tard, il parle avec la présidente de l'école. Il s'excuse pour le tumulte, mais elle le balaie d'un revers de main et lui dit de l'appeler Kiki. Elle dit qu'elle n'a pas été dérangée et qu'elle le trouve de plus en plus intéressant. Elle croit qu'il a beaucoup de surprises en réserve. De retour chez elle, Xuan arrive trempé par la pluie, pleurant silencieusement. Son ami demande pourquoi elle n'a pas pris de parapluie, mais Xuan peut à peine parler. Son ami demande alors si c'est Shen Yuan qui l'a bouleversé, mentionnant qu'elle a entendu dire qu'il a donné plus de 10 millions au livestream de Zia Yuki. Choqué, Xuan demande si c'est vrai. Son ami confirme, disant que la nouvelle vient des camarades de classe de Yuki. Xuan crie son nom, rempli de regrets. Pendant ce temps, au dortoir, les amis de Shen Yuan jouent à des jeux mobiles. Ils sont étonnés qu'il ait gagné 18 matchs d'affilée. Shen ne savait pas qu'utiliser 20 points d'attribut le rendrait si fort dans les jeux en ligne. Un gars stylé suggère que Shen pourrait devenir un streamer de premier plan et gagner des millions. Shen est impressionné par ses nouvelles compétences. Il se demande qui sera le prochain à bénéficier de ses améliorations physiques. Soudain, son téléphone sonne. Ses amis crient que quelqu'un appelle. Shen se demande ce que Sule va essayer cette fois pour le manipuler. Il décroche et parle froidement, l'appelant Mademoiselle Sule et demandant ce qu'elle veut. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Sule est assise en pleurs dans une pièce remplie des cadeaux passés de Shen. Puis elle demande d'emprunter 500 000. Sule explique que sa famille était autrefois riche. Maintenant, ils sont profondément endettés et ne peuvent même pas payer les intérêts. Elle supplie pour de l'aide. Il lui dit simplement d'envoyer son numéro de compte. Stupéfaite, elle envoie rapidement les informations. Elle n'est toujours pas sûre qu'il le fera vraiment. Puis, Shen lui envoie 5 millions. Elle panique, pensant qu'il a ajouté un zéro de trop. Il répond négligemment qu'il a peut-être fait et lui dit de le garder. Sule est submergée, pleurant et le remerciant sans cesse. Sa faveur monte en flèche. Elle promet de le rembourser quand elle pourra. Ses sentiments deviennent plus forts, atteignant maintenant 94. Shen Yuan voit cela et grogne que la conquérir prend trop de temps. Il envisage de faire une confession mais se retient. Il sait que montrer ses sentiments trop tôt peut mener à l'échec. Le lendemain, il est avec ses amis. Ils discutent et traînent ensemble. Soudain, Xuan apparaît avec des pâtisseries. Elle lui offre le petit déjeuner. Ses amis sont surpris. Avant qu'il ne puisse répondre, Sule apparaît aussi, apportant plus de petit déjeuner, disant qu'il doit être fatigué de la nourriture de la cafétéria. Un face-à-face commence. Juste à ce moment, une autre fille appelle son nom. C'est la présidente de l'école, Zia Yuki. Elle lui a apporté des ramen. Les 3 filles se toisent du regard. Yuki est gracieuse et confiante, la deuxième fille la plus admirée du campus. Shen Yuan demande comment elle savait qu'il aimait les ramen avec de la viande. Elle explique que c'était facile à deviner puisqu'ils sont sortis ensemble. Shen, ne cherchant plus à charmer personne, attend maintenant de voir qui essaiera de le charmer. Il dit que la présidente gagne, car elle comprend ses goûts. Une pique subtile aux autres. Yuki commente qu'elle n'apporterait pas de petit déjeuner sans connaître ses préférences. Si quelqu'un ne connaît pas ses détails, cela signifie qu'il ne tient pas vraiment à lui. Ses paroles font mouche. Puis, elle lui offre un nouvel iPhone en cadeau. Tout le monde est stupéfait. Un de ses amis plaisante en disant que ça fait plus mal que de perdre un parent. Une autre fille commente la valeur du téléphone, 10 000. Shen dit à Yuki qu'elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle répond que c'est l'intention qui compte. Elle sait qu'il a dépensé bien plus pour elle et qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Ailleurs, Xuan a le cœur brisé, se demandant comment elle va jamais le reconquérir. Sule s'approche de Xuan. Elle suggère qu'elle trouve un endroit pour parler. Xuan commence à l'accuser, disant que c'est entièrement sa faute. Sule est d'accord, mais insiste pour avoir la conversation. Elle propose alors qu'elle fasse équipe. Elles veulent s'unir contre Kiki. Pendant ce temps, Shen passe en tenant son nouvel iPhone. Shen complimente Yuki pour son cadeau attentionné. Elle se retourne, pensant qu'il a dit quelque chose, mais Xuan dit que ce n'était rien. Shen voit que sa faveur avec Yuki est à 40. Il grogne, pensant qu'elle aurait déjà dû tomber amoureuse de lui. Pourtant, il est impressionné par la façon dont elle le fait se sentir meilleur. Bien qu'elle n'ait pas tous les points, elle le traite comme s'il les avait déjà gagnés. Son téléphone vibre. C'est Xiaomei, la petite streameuse d'avant. Elle lui envoie un message disant qu'elle plaisantait la dernière fois et veut le rencontrer, bien qu'elle ait peur de rencontrer des fans en vrai.
Shen est confus et se demande si ce n'est qu'une excuse. Il lui dit d'envoyer des photos, car il n'est pas facile à impressionner. Peu après, il reçoit une invitation de quelqu'un nommé Dragon King pour rejoindre un groupe secret d'otakus riches. Il rejoint sous le nom Lonely Cigarette. Les autres membres sont étonnés qu'il ait été invité, l'appelant le plus grand donateur jamais vu. Shen se présente et leur demande de prendre soin de lui. Un membre note qu'il doit être riche et probablement avoir des compétences spéciales. Un autre propose une opportunité d'affaires. Shen décide de jouer le jeu. Il répond qu'il est intéressé et demande des détails. Une personne lui propose de lui vendre une villa. Shen demande où elle se trouve. Ils lui disent que c'est dans le district des nus, où les maisons coûtent plus d'1 million. Il écrit qu'il prévoit d'acheter une villa, juste pour y stocker des affaires au hasard. Il dit qu'il ira visiter la maison demain et après-demain. À l'intérieur du manoir, un homme chauve se demande si Shen Yuan est sérieux à propos de l'achat. Il se demande aussi si ce dépensier légendaire existe vraiment. Un homme aux cheveux lisses portant un gilet vert dit calmement que la vérité éclatera bientôt, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais même s'ils ont tort, se connecter avec quelqu'un qui peut dépenser des dizaines de millions en vaut la peine. Il suggère aussi d'envoyer l'adresse à Shen. Ainsi, ils pourront en apprendre plus sur lui. Shen Yuan reçoit l'adresse de la villa. Il la regarde pensivement. Il se demande combien de points de faveur il pourrait gagner s'il l'offrait en cadeau. Le lendemain, à l'entrée, le propriétaire de la villa salue Shen. Il dit qu'il doit être la cigarette solitaire. Reconnaissant l'homme, Shen le salue chaleureusement. Le propriétaire de la villa, surpris, remarque que Shen ne semble pas particulièrement riche, mais être accompagné par le président de l'école ajoute de la crédibilité. Il soupçonne que Shen pourrait venir d'un milieu riche et secret et anticipe une négociation difficile. Le propriétaire de la villa se présente comme Hong Yuan-Kiao, un petit homme d'affaires en difficulté financière qui doit vendre la villa. Il les invite à entrer et commence à décrire la propriété. La maison s'étend sur plus de 500 mètres carrés. Le terrain mesure plus de 2000. Il est entièrement décoré avec des meubles de design italien. Il les invite à profiter de la vue sur la rivière et la ligne d'horizon, disant que s'il n'avait pas besoin d'argent, il voudrait être enterré là. Yuki commence à comprendre que Shen envisage sérieusement d'acheter l'endroit. Shen jette un coup d'œil autour et dit que l'endroit est bien. Il dit au propriétaire de ne pas perdre son temps et de donner rapidement le prix. Hong Yuan-Kiao répond qu'en raison de plusieurs offres, il est difficile de négocier, mais il veut le vendre pour environ 50 millions, bien qu'il pense que 60 millions serait peut-être juste. Shen réagit avec surprise, et le vendeur suppose que cela pourrait être trop cher pour lui. Mais ensuite Shen dit qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon marché. Tout le monde est stupéfait par sa remarque. Hong Yuan-Kiao regrette silencieusement de ne pas avoir demandé 70 ou même 80 millions. Shen se tourne vers Yuki et demande s'ils doivent acheter la maison. Elle est surprise et dit que cela ne lui importe pas. Il s'approche et dit qu'il l'achète pour elle. Hong Yuan-Kiao est sans voix, n'ayant jamais imaginé que quelqu'un achèterait l'endroit pour le président de l'école. Yuki reste figée. 60 millions semble trop. Elle commence à craindre que ce soit une sorte de piège et imagine toutes sortes de scénarios effrayants. Yuki s'excuse et dit qu'elle ne peut pas accepter un cadeau aussi important. Shen prend doucement sa main et lui demande de l'écouter. Il explique qu'en raison des limites de propriété, il prévoyait de toute façon de lui transférer cette maison. Il dit que de cette façon, elle aura un endroit à elle. Son imagination s'emballe. Shen se penche et murmure que tout ce qu'il possède est aussi à elle. Le système le récompense avec 10 points de faveur, puis encore 10 et encore 10. Il atteint 90. Shen loue mentalement son propre jeu d'acteur, disant qu'il mérite un prix. Une autre fille à proximité donne un coup de coude au propriétaire de la villa. Elle lui demande quand quelqu'un fera cela pour elle. Le vendeur soupire, disant qu'il n'a pas cette richesse. Shen passe sa carte. Il dit qu'il s'occupera du transfert d'argent et terminera les papiers bientôt. Le vendeur lui assure que tout sera réglé dans les prochains jours. Tout se passe comme prévu. La faveur de Yuki atteint 90. Shen calcule qu'une fois qu'elle atteindra la faveur requise, son investissement de 70 millions lui rapportera plus de 700 000. Elle regarde Shen, s'attendant à ce qu'il dise quelque chose de romantique. Son imagination s'emballe. Ses pensées sautent aux bagues coûteuses, puis à un grand mariage. Ensuite, au futur nom de bébé. Elle commence à s'inquiéter qu'il l'oublie avec le temps. Mais avant qu'elle puisse imaginer plus, ils arrivent à destination. Elle descend et demande s'il ne vient pas avec elle. Shen répond qu'un ami l'a invité à jouer et fait signe au revoir. Elle fait un signe triste en retour. Il est clair qu'elle attendait plus qu'un simple adieu. Shen arrive au cybercafé et salue ses amis. Il le réprimande pour avoir pris trop de temps, disant qu'ils ont dû commencer sans lui. Il l'exhorte à s'inscrire et à rejoindre rapidement car ils perdent. Puis il remarque que Sule est là. Elle explique que son père possède une chaîne de cybercafé et a récemment ouvert celui-ci. Elle est là pour aider à attirer des clients. Elle annonce joyeusement que la dette de leur famille a été effacée. Elle dit à Shen d'attendre pendant qu'elle lui apporte une boisson et une carte de crédit illimitée pour le café. Shen dit que ce n'est pas nécessaire, mais alors le chaos éclate. Deux hommes louches apparaissent. L'un d'eux,
ressemblant à un méchant de film, demande à Sule si elle est la fille de Monsieur Lachou et quand il prévoit de rembourser ses dettes. Débraillé, Sule dit que les 5 millions ont déjà été payés. L'homme rit et dit que c'était seulement le principal. Il reste encore 15 millions d'intérêts. Sule les accuse d'escroquerie et menace d'appeler la police. L'homme lui attrape le poignet et lui ordonne de se taire. Il dit que si elle refuse de payer, elle peut rembourser sa dette dans sa boîte de nuit. Chen intervient et dit à l'homme de reculer s'il veut partir indemne. Sule devient émotive. Le voyou rit et ordonne à ses hommes d'attaquer. Une bagarre éclate. Certains voyous brandissent des couteaux, d'autres seulement leurs poings. Chen porte un coup de pied parfait au menton du chef des voyous, impressionnant ses amis. L'un d'eux dit que ça ressemble à un coup de cyclone. La scène coupe sur la retraite du gang. Un représentant d'un casino avertit que s'ils sont revus, il n'y aura pas de discussion. Sule se jette dans les bras de Chen. Le système le notifie qu'il a atteint 95 points de faveur avec elle et dépensé 5 300 000, gagnant 530 000 en retour. Elle est maintenant officiellement une de ses fidèles adeptes. Alors que Chen la serre dans ses bras, Xuan observe de loin. Mais Chen se concentre uniquement sur l'endroit où attribuer ses nouveaux points d'attribut gagnés. Xuan traite Sule de traîtresse pour avoir pris parti pour Chen. Elle la gronde pour avoir essayé de former des alliances. Chen, agacé par le bruit, dit au système d'attribuer tous ses points à la force et à l'agilité. Tout le monde regarde autour, mais réalise que Chen a disparu. Chen se promène tranquillement sur le campus, réfléchissant au fait qu'il a déjà atteint des jalons de faveur avec Xuan et Sule. Maintenant, il ne reste plus que la présidente Yuki. Puisqu'il n'y a qu'une seule présidente, elle est la clé de son plan. Soudain, quelqu'un le tapote sur l'épaule. Une fille lui demande de bouger car l'équipe d'athlétisme a besoin de cet espace. Chen remarque sa confiance et sa franchise. Il lui demande de partager son Osha avec lui. Mais une autre personne intervient, avertissant qu'elle est déjà en couple et que Chen devrait reculer s'il ne veut pas d'ennui. Chen reconnaît le gars. Il repense au moment où cette même personne l'a battu. Un homme en colère crie à Chen de renoncer à ses illusions et d'accepter que la fille est hors de sa portée. Curieux, Chen active le système sur la fille. Elle s'appelle Jiying. Elle a 19 ans, mesure 1,69 m, pèse 50 kg et a une note d'apparence de 8,2. Sa faveur actuelle est de -5. Le système indique qu'en raison du niveau de difficulté, elle donnera plus de récompenses d'attributs. Excité, Chen calcule qu'il peut gagner 22 points. Pendant ce temps, le petit ami jaloux se prépare pour une course. Les spectateurs remarquent le nouveau venu dans la dernière piste. Ils commencent à se demander qui il est. La course commence. Le petit ami part en trombe, se moquant de ses adversaires. Mais il ne réalise pas que Chen est déjà en train de le dépasser à toute vitesse. Tout ce qui reste derrière lui est de la poussière. Chen dit à et J de bien regarder car il est sur le point de gagner. Le petit ami sportif, presque hors de lui, accuse Chen de se moquer de lui. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, Chen le double facilement. La foule pousse un cri d'admiration. En seulement 15 secondes, Chen complète son 5e tour. Il franchit la ligne d'arrivée, tandis que les gens acclament bruyamment. Un entraîneur, remarquant le talent de Chen, lui demande s'il souhaite rejoindre l'équipe d'athlétisme et concourir au niveau national. Avec un peu d'entraînement, il dit que Chen pourrait devenir champion. Le petit ami embarrassé exige de savoir pourquoi sa place a été prise. Chen répond que ce n'est plus sa place. Et J regarde, imaginant Chen comme un coureur professionnel. Cela rapporte à Chen 5 points de faveur supplémentaires. Le petit ami, frustré, demande si elle pense à autre chose. Elle nie, disant qu'elle s'inquiétait seulement pour lui. Chen gagne encore 5 points, puis 5 autres. De retour dans sa chambre, l'ami de Yuki lui demande où elle était. Surprise, Yuki dit qu'elle ne savait pas que Shen Yuan lui avait acheté une maison. Elle confirme que c'était vrai et que la villa coûtait 60 millions. Son amie se demande comment la présidente de l'école peut être aussi chanceuse et pourtant si naïve. Elle prend alors son téléphone et voit un post sur un forum répandant des rumeurs. Elle appelle Yuki pour qu'elle regarde. Le post accuse Shen Yuan de l'université R d'être un déchet, affirmant qu'il est impliqué avec plusieurs femmes en même temps. Les deux filles échangent des regards inquiets. Shen se demande intérieurement si les gens le voient vraiment comme un déchet juste parce qu'il dépense de l'argent. Il décide que tout cela est mensonge. Ailleurs, 3 étudiants complotent joyeusement. Ils prévoient de ruiner la réputation de Shen. Soudain, un gars apparaît derrière eux et demande ce qu'ils font. Surpris, ils justifient leurs actions en disant que Shen a été trop arrogant et qu'ils essaient de lui donner une leçon. Pendant ce temps, Liang, le gars qui a perdu la course, voit les mêmes rumeurs. Il réalise que Shen est le même gars qu'il a battu il y a des années dans leur ancienne école. Il se souvient que Shen était étrange et poursuivait toujours les filles. Les 3 comploteurs se rassemblent autour de Liang et le pressent pour obtenir plus de détails à utiliser contre Shen. Liang dit que Shen pense être au-dessus de tout le monde depuis sa victoire à la course, mais il va montrer la vérité aux gens. Le post du forum répand plus de mensonges, disant que Shen manipule les femmes et les fait échouer académiquement. Les étudiants commencent à douter de lui. Dans le bureau de la présidente de l'école,
Un administrateur voit le poste sur le téléphone d'un étudiant. Il déclare que Shen doit être expulsé, mais dit qu'il enquêtera d'abord. L'histoire prend un tournant quand quelqu'un dit que Shen Yuan n'est pas ce que les gens pensent. Ils le décrivent comme quelqu'un qui ne supporte pas de voir une fille souffrir et qui dépense tout son argent pour aider. Ils l'appellent un chevalier noir qui combat le mal la nuit avec des coups puissants. La personne qui dit cela est Yuki, la présidente étudiante. Pour elle, Shen est un héros. Certains se demandent si ce n'est pas exagéré. Elle dit que c'est son instinct. Le vice-président assure à tous que Yuki peut être excentrique mais est digne de confiance. Pourtant, le président de l'université n'est pas satisfait et exige qu'ils interrogent plus de personnes. La prochaine personne interrogée est Xuon. Elle admet que Shen était trop bien pour elle et se traite de stupide et avide. Elle pleure, souhaitant qu'il la reprenne. Un policier lui tend des mouchoirs et demande si Shen a continué à agir gentiment même après qu'elle l'ait rejeté. Le président de l'université la regarde pleurer, pensant qu'elle ne mérite pas l'amour de Shen et que Shen n'a rien fait de mal. Dehors, le président fume une cigarette pour calmer sa jalousie. Au fond de lui, il réalise que Shen est innocent. Puis il voit deux personnes approcher avec une banderole. Ce sont Sule et son père. Sule dit qu'elle voulait faire une banderole pour Shen. Son père explique comment Shen a aidé à protéger leur famille. Le président est à la fois impressionné et encore plus jaloux. Le président s'éloigne, se sentant coupable d'avoir jugé Shen trop vite. Il relit le poste et voit un commentaire d'une fille disant que si Shen est un déchet, alors elle est prête à sauter dans la poubelle. Les filles du campus commencent à louer Shen, disant qu'il fait battre leur cœur plus vite. Le président est stupéfait que seules les femmes défendent Shen. Il se demande si les gens attaquent Shen simplement parce qu'il se démarque trop. Le président de l'université se souvient de sa jeunesse. À l'époque, il était populaire auprès des filles. À cause de cela, il est devenu une cible d'intimidation de la part de camarades jaloux. Finalement, il a été forcé de quitter l'école. Les larmes aux yeux, il dit qu'il comprend Shen. Il fait une annonce officielle, disant qu'il a mené une enquête complète et confirme que toutes les rumeurs sont fausses. Il rétablit publiquement la réputation de Shen. Il loue Shen pour aider les autres sans chercher d'attention. Avec émotion dans la voix, il remet à Shen un prix spécial pour ses contributions positives à la société, exhortant tous les étudiants à s'inspirer de lui. Shen est déconcerté, se demandant pourquoi il reçoit ce prix. Liang, observant depuis la foule, maudit le président pour ne pas avoir détruit la réputation de Shen. Il remarque aussi que sa propre petite amie sourit en parlant de Shen. Shen gagne 10 points de faveur supplémentaires. 10 autres points sont ajoutés à son score de faveur à la fin de l'événement. La petite amie de Liang questionne son comportement, demandant s'il est jaloux ou simplement en train de devenir fou. Elle dit qu'elle admire vraiment Shen, surtout parce qu'il aide les autres sans rien attendre en retour. Elle évoque comment Shen a battu Liang à la course mais n'a pas rejoint l'équipe d'athlétisme. Liang lui attrape le poignet agressivement, mais elle lui dit de lâcher prise car il lui fait mal. Elle l'accuse d'être inférieure à Shen. Juste à ce moment, Shen appelle son chauffeur, demandant à être pris en charge. Il demande à ne pas être pris dans une voiture chère, voulant rester discret. Malheureusement, le chauffeur arrive dans un véhicule Tapax engrave l'œil. Shen se fâche, lui rappelant de ne pas attirer l'attention. Le chauffeur s'excuse, disant qu'il a mal compris. Alors que Shen part, la petite amie de Liang lui dit qu'elle veut rompre. Liang refuse mais finit par s'asseoir seule. Abattu. Shen transfère de l'argent au chauffeur, qui le remercie. Shen dit qu'il retournera à l'école et n'a pas besoin de voiture car elle est trop voyante. Le chauffeur respecte ses souhaits. Shen réfléchit qu'il lui faut seulement quelques points de plus de Yuki pour compléter le système du lèche-bot. Il décide qu'il doit lui acheter quelque chose de spécial et se demande si quelqu'un du groupe de discussion a quelque chose à vendre. Un des gars plaisante en disant que Shen doit être riche puisqu'il a acheté une maison aussi facilement. Un autre demande s'il veut acheter une voiture de luxe. Et il comprend que la voiture est exactement ce qu'il veut offrir. Un nouveau gars se présente, disant qu'il vient de la famille Zhang et qu'il gère une entreprise de voitures importées. Shen voit le nom sur la carte de visite et réalise qu'elle appartient à un puissant groupe automobile. Il suppose que le gars doit être un héritier de deuxième génération. Shen le complimente pour gérer une si grande entreprise à un jeune âge. Le gars dit qu'il pensait que Shen était plus âgé parce qu'il a acheté une maison aussi chère. Deux autres employés regardant de loin devinent que Shen doit venir d'une famille riche s'il parle avec quelqu'un comme le directeur du groupe Zhang. Mais ils abandonnent, pensant qu'ils n'ont aucune chance. Le directeur mentionne que son magasin a la plus grande sélection de voitures de luxe de la ville. Il invite Shen à choisir n'importe quel véhicule. Shen, pensant grand, dit qu'il veut une Bugatti Chiron. Le directeur est surpris et dit qu'ils n'en ont pas. Shen demande une Lamborghini Veneno ou une Pagani Huayra. Encore une fois, le directeur s'excuse, ils n'ont pas non plus ces modèles. Le personnel commence à transpirer, sentant la pression des attentes élevées de Shen. Le directeur explique que leur voiture coûte entre 2 et 8 millions. Et celles que Shen veut sont bien au-dessus de cette gamme. Shen dit qu'il est déçu et s'attendait à mieux. Le directeur, embarrassé, propose de lui montrer une Ferrari LaFerrari à la place. Il la décrit comme une supercar rare avec un moteur 12 cylindres, 800 chevaux,
transmission double, et un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Le prix est de 22 millions. Shen décide que cela pourrait être un cadeau parfait pour Yuki. Si le prix dépasse 20 millions, il dit qu'il la prendra. Il dit au directeur de préparer la voiture et demande qu'elle soit livrée à Riverside Villa Community numéro 1. Le directeur accepte nerveusement. À ce moment-là, Shen reçoit un appel téléphonique. Liu Wenyi est en ligne, criant dans son oreille. Le lendemain, un des amis de Shen Yuan partage un souvenir douloureux. Le jour de son anniversaire, sa petite amie, Juaya, a dit qu'elle allait se faire les ongles avec une amie. Des heures passent, il commence à pleuvoir, et elle n'a pas de parapluie. Inquiet, il décide de lui en apporter un. Mais ce qu'il voit lui brise le cœur, elle est avec un autre homme. Ils étaient ensemble depuis 3 ans et prévoyaient même de rencontrer les familles respectives. Il boit bouteille après bouteille, affirmant vouloir boire jusqu'à la mort. Shen essaie de l'arrêter, disant qu'il en a déjà bu 8. Toujours le cœur brisé, il demande à Shen comment la reconquérir. Shen dit que l'erreur vient d'elle, pas de lui, et le gronde pour son comportement de lèche-botte. L'ami dévasté insiste qu'il ne peut pas lâcher prise si facilement. Shen le regarde avec déception. Il prend son téléphone. Son ami demande qui il appelle. Shen dit de ne pas s'inquiéter, il a un plan. Il fera regretter tout à Juaya. Shen contacte la concession automobile et demande à emprunter des voitures valant plus de 20 millions. Le concessionnaire accepte d'organiser tout cela. Puis Shen appelle Shule. Son ami regarde, surpris de voir à quel point Shen peut facilement appeler quelqu'un comme elle. Shule se demande si Shen lui présente quelqu'un d'important, mais il précise qu'il a juste besoin de son aide pour une farce. Et ils conviennent de se rencontrer. Ils arrivent pour une réunion avec Shule. Shule se jette joyeusement dans les bras de Cheng Yuan, rayonnant de bonheur. Il semble un peu tendu. À la table, Shule verse un verre à Cheng Yuan qui profite tranquillement de l'attention. Son ami regarde, surpris de voir Cheng Yuan être choyé. Liu Wanz salue Shule nerveusement, se sentant mal à l'aise et tendu lorsqu'il est présenté comme un ami proche. Shule est surprise que Cheng Yuan l'appelle tard dans la nuit juste pour rencontrer ses amis. Elle commence à se demander si elle fait partie de son cercle personnel. Un léger rougissement apparaît sur son visage et un sourire confiant se dessine, convaincue qu'elle occupe une place spéciale dans son cœur. Shen Yuan explique avec un sourire chaleureux qu'il voulait en fait lui demander de l'aider avec la pièce de théâtre de l'école. Le lendemain, l'ami de Shen arrive en tenue voyante. Shule s'accroche à son bras, faisant semblant qu'ils sont en couple. Elle plaisante sur la voiture chère et le fait qu'ils ont failli avoir un accident. Juaya, l'ex-petite amie, est choquée de voir son ancien petit ami ainsi. Elle l'accuse de faire le fanfaron. Il répond nerveusement que quelqu'un aboyait, insinuant son nouveau petit ami. D'autres amis se préparent pour la scène, disant que c'est l'heure du grand spectacle. Plusieurs gars arrivent en Ferrari. Un gars aux cheveux blancs sort de la voiture et se moque du nouveau petit ami de Juaya, l'accusant de faire semblant d'être riche juste pour impressionner les filles. Le nouveau petit ami supplie d'être laissé tranquille, mais le gars aux cheveux blancs continue sa diatribe, disant que les filles comme Juaya sont facilement dupées et ont déjà perdu. Un gars aux cheveux argentés dénonce Makai. Il dit que Makai n'est pas riche et n'est qu'un menteur. Makai panique et supplie pour sa clémence. Un homme en costume s'approche des voitures et rit de la façon dont Magou trompe les filles. Juaya est sous le choc après l'insulte. On lui a dit qu'elle ne mérite pas d'être avec des gens riches. Ma essaie de persuader Juaya d'être avec lui. Elle dit que les mots ne suffisent pas, il faut le prouver par des actions. Pendant la course, la voiture rouge effectue une manœuvre dangereuse. Ma se met en colère, essaie de contrôler la voiture. Ma se penche par la fenêtre et crie sur son adversaire. La luxueuse Shule sort de la voiture. Furieuse d'avoir été trompée, Juaya se retourne contre son nouveau petit ami. Pendant ce temps, l'ami de Shen essaie de s'éloigner. Elle s'accroche à sa jambe, suppliant pour une autre chance. Elle avoue qu'elle n'est pas avide, mais qu'elle a peur d'être pauvre. Il lui dit froidement que c'est fini. Il lui dit de ne plus jamais le contacter. Le nouveau petit ami essaie de s'éclipser discrètement. Il urte accidentalmente Chen. Shen demande s'il veut partir, mais seulement s'il accepte d'abord sans gifle. À l'intérieur du bar, tous ceux avec des Ferrari célèbrent leur rencontre avec Shen. Ils lui disent qu'il n'a pas besoin d'être formel. Un gars aux cheveux argentés mentionne la réputation de Yanzon sur Shark Live et dit qu'il a une faveur à demander. Shen soupçonne qu'il le teste. Le concessionnaire le rassure en disant que ce n'était qu'une blague. Shen laisse son téléphone sur la table et leur dit qu'ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent. Shen sait que son compte est vide mais fait confiance au fait que le gars ne s'en rendra pas compte à temps. Dans les toilettes, il écoute de loin. De retour à la table, le gars aux cheveux blancs commence à dépenser. Les autres regardent, choqués, annonçant que le total a dépassé 14 millions. Shen revient, demandant pourquoi tout le monde a l'air stupéfait. Le gars rend le téléphone nerveusement. Shen se moque de lui pour n'avoir dépensé que 20 millions, disant qu'il s'attendait à plus. Il se vante qu'il dépensera 60 millions la prochaine fois. Le gars aux cheveux blancs essaie de l'arrêter, disant que c'est trop. Le concessionnaire propose un toast, appelant Shen leur leader maintenant. Les spectateurs chuchotent, se demandant qui il est vraiment. Juste à ce moment,
Shen reçoit un message de la petite streameuse. Elle dit qu'elle est en ville et veut le rencontrer. Shen accepte un rendez-vous. Il pense que c'est enfin le moment de profiter des récompenses de sa générosité. Le chapitre commence par un long message de Xuon, demandant pardon et disant qu'elle rêvait de voyager autour du monde avec Shen. Mais quand elle s'est réveillée, elle était seule. Shen lit le message et la bloque, concentrée sur son rendez-vous. La streameuse demande ce qu'il fait, mais il l'ignore. Elle se souvient que son patron lui a dit que cet homme riche dépense plus en un jour que tous ses fans réunis et qu'elle doit le conquérir coûte que coûte. Elle essaie de le charmer, demandant comment il est devenu riche si jeune. Soudain, le système alerte Shen que sa faveur est trop élevée, rendant la connexion impossible. Shen réalise qu'il doit baisser sa faveur. Il commence à agir horriblement, posant ses pieds sur la table et se curant le nez. Il avoue qu'il est sans emploi et vit au crochet de son père en faillite. Il demande même à récupérer ses cadeaux, disant qu'il en a trop donné. La streameuse est dégoûtée, sa faveur chutant rapidement. Elle appelle quelqu'un, disant que l'homme la harcèle et pourrait être un stalker. Shen la traite de sans honte pour avoir changé d'attitude si vite. Puis, un gars fait irruption dans la pièce, exigeant de savoir qui dérange sa femme. Elle court vers lui, faisant semblant d'avoir peur. Mais l'homme s'approche de Shen et le salue chaleureusement, l'appelant frère Yuan. L'homme qui est entré est ravi de rencontrer Shen Yuan et appelle cela un honneur. La petite streameuse reste là, confuse, incapable de comprendre pourquoi un homme aussi puissant traite Shen Yuan avec autant de respect. Il s'avère que cet homme est l'un des héritiers les plus riches de la région, possédant plusieurs grandes entreprises. Il frappe la table, furieux que la petite streameuse ait insulté l'une des personnes les plus importantes qu'il connaisse. La streameuse avait traité Shen de pauvre. Elle réalise soudain que c'était un test de sa sincérité, et elle a complètement échoué. Désespérée de réparer son erreur, elle commence à s'excuser et à supplier pardon. Avec cela, le système se reconnecte à elle, permettant à Shen de suivre à nouveau sa faveur. Shen fait semblant de lui pardonner, l'appelant une fille naïve. Elle accepte avec empressement et dit qu'il est vraiment son préféré, augmentant sa faveur de 10 points, puis encore 10. Shen se demande si c'est ainsi que les gens gagnent leur vie maintenant, en séduisant les autres pour de l'argent et du statut. Il décide de ne pas la laisser s'en sortir aussi facilement. L'ami riche la gronde aussi, lui rappelant combien il a dépensé pour promouvoir sa renommée. Il invite ensuite Shen à un événement exclusif, disant que c'est par respect pour leur amitié. Shen accepte et monte dans la voiture. La petite streameuse insiste pour l'accompagner. En chemin, elle le serre dans ses bras et s'excuse encore. Shen ouvre son application de streaming. Il commence à faire de gros dons à une autre fille lors d'une diffusion en direct. La fille dans le stream est choquée et submergée par le flot d'argent. Elle s'évanouit devant la caméra, stupéfaite par la somme. La petite streameuse fixe Shen, choquée qu'il donne de l'argent à quelqu'un d'autre. Elle murmure que tout cet argent devrait être à elle. Sa faveur grimpe de 30 points. La fille du stream souhaite que Shen la touche au lieu de toucher seulement l'écran. Encore 30 points. Shen rit de l'absurdité de la situation. Arrivant au lieu, son ami riche l'accueille dans l'un des restaurants privés les plus élitistes de la ville, accessible uniquement sur invitation spéciale. Il mentionne 3 particularités du lieu. Shen devine correctement 2, la nourriture et l'ambiance unique, mais ne peut deviner la 3e. Elle est révélée lorsque la présidente, Yuki, commence à jouer d'un instrument. C'est la 3e caractéristique, de la musique live par la fille du chef. Elle se lève et voit la petite streameuse accrochée à Shen. Elle laisse tomber son instrument et s'enfuit en larmes, perdant 5 points de faveur. Shen réalise qu'il a peut-être gâché sa chance. Il se précipite après elle. Il la plaque contre le mur. Elle l'appelle idiot pour avoir joué avec ses sentiments. Shen sait qu'il ne peut pas gâcher cette chance. Il lui demande rapidement si elle a vu un certain film. Elle le regarde, fatiguée et confuse. Allumant une cigarette, Shen lui dit qu'il est le fils d'un magnate. Il dit que sa famille a une règle cachée. À 18 ans, il doit dépenser 10 milliards en un mois pour hériter de 50 milliards. Il explique qu'il a investi dans diverses causes, et que les dons aux streameuses faisaient partie du plan de dépenses. Il dit qu'il lui a tout raconté parce qu'il lui fait confiance, et qu'elle est la seule à le savoir. Yuki est émue et le serre dans ses bras, disant qu'elle avait tout mal compris. Elle croit maintenant qu'il tient vraiment à elle et qu'il essayait de garder le secret pour la protéger. Sa faveur augmente de 20 points. Sur le chemin du retour, Yuki s'excuse pour son comportement précédent et insiste pour payer l'addition. L'ami riche de Shen est étonné que Shen ait fait la paix avec la présidente en moins de 5 minutes. Pendant ce temps, la petite streameuse bouillonne de colère. Elle murmure que Yuki se surestime et qu'elle gagnera Shen à la fin. À table, elle demande quelle est la relation de Shen avec la présidente. Yuki intervient et dit que Shen n'a même pas encore donné son vrai nom. Elle lui dit de simplement l'appeler grand frère. L'ami commente à quel point Yuki domine la situation. La petite streameuse se retient. Shen leur dit d'arrêter de se disputer et de manger. Les 2 filles se lancent des regards noirs,
Mais Shen semble complètement indifférent. L'ami observe les deux filles. L'une est une streameuse riche, l'autre est une femme très accomplie. Il dit que Shen vit vraiment son rêve, ayant les deux options. Il appelle même Shen un séducteur sans égal. Plus tard chez lui, Shen réfléchit au repas coûteux et remercie Yuki d'avoir payé l'addition. Il vérifie ses statistiques système. Shu-le et Xuon sont toujours listés comme lèche-bot loyal. Yuki est à 91 points de faveur. La petite streameuse est à 92. Shen se demande si c'est le moment de faire un geste audacieux. Puis il repère une autre fille dans le système. C'est la petite amie de Liang, avec un score de faveur de 76. Il se souvient qu'elle n'était qu'à 25 auparavant et se demande s'il est devenu plus charmant récemment. Soudain, un groupe d'étudiants passe en courant, parlant de quelqu'un qui avoue son amour en bas. En bas, une foule se rassemble pour regarder. Un gars est entouré de bougies, tenant une guitare et des roses. Il supplie pour une autre chance, disant qu'il avait toujours tort et qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. La petite amie de Liang écoute, déchirée et incertaine. Shen arrive et demande ce qui se passe. Puis, la fille gifle soudainement le bouquet. Elle se retourne et s'enfuit. Elle s'arrête devant Shen. Elle demande s'il est le célèbre Shen Yuan, disant qu'elle l'a enfin trouvé. Puis elle le supplie de l'ajouter. La foule est stupéfaite. Liang est furieux et l'accuse de l'avoir trahi. Shen lui dit qu'il ne voit que les conséquences de ses propres actes. Shen lui fait la morale sur le fait d'ignorer les sentiments de sa petite amie en poursuivant la gloire et l'attention. Liang admet qu'il avait tort. Quelques filles dans la foule commentent la situation. Elles disent que si Liang était agressif, alors il mérite tout ce qui lui arrive. L'ex de Liang fixe Shen, sa faveur sautant à 91, même s'il a à peine interagi avec elle. L'amie de Yuki se précipite pour la prévenir. Elle fait irruption dans une pièce et exige de savoir ce qui se passe, disant que Shen Yuan trompe et qu'elle doit tout arrêter immédiatement. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa. Kiki disait qu'il était impossible que Shen la trahisse parce qu'il était du genre prince. Son ami essayait de lui dire qu'il était en bas en train de parler de sentiments avec une autre fille. Mais Kiki l'interrompit en disant que cela n'avait pas d'importance si d'autres lui faisaient des aveux. Son ami montra le téléphone et demanda ce que Kiki pensait du fait qu'il dépensait de l'argent pour une autre femme. Kiki répondit que c'était bien. Il l'avait déjà mentionné, et il avait beaucoup d'argent. Elle tapota la tête de son ami, ajoutant que la confiance était la partie la plus importante d'une relation et qu'il était honnête avec elle. Son ami se sentit le cœur brisé, pensant que Kiki avait perdu son esprit clair. Pendant ce temps, Shen luttait contre le sommeil. Son ami était frustré, demandant qui pouvait avoir sommeil au milieu d'un jeu de mystère. Deux filles aux yeux en forme de cœur se tenaient devant Shen, lui disant qu'il pouvait dormir s'il voulait, ajoutant qu'il avait même l'air beau inconscient. Son ami lui rappela que les filles étaient là uniquement parce qu'il avait une belle allure, et qu'il devait maintenant aider son ami à en tirer quelque chose aussi. Mais Shen voulait savoir pourquoi Xuon était là. Il était clair qu'elle voulait toujours se venger de lui. L'ami de Shen expliqua qu'il s'inquiétait pour Xuon parce qu'il avait entendu dire qu'elle allait souvent à l'hôpital. Shen repensa à cela, se demandant si elle était vraiment allée aussi loin. Il se souvint de la première fois où elle l'avait rejeté. Peut-être voulait-elle vraiment s'excuser. Pourtant, penser ainsi lui semblait trop dur. Les filles demandèrent si Shen était le fameux « cigarette solitaire » d'Internet puisqu'il utilisait le même nom sur les applications de messagerie. Shen allait répondre quand Xuon se pencha, essayant d'écouter. Soudain, une voix dans la pièce dit que si Shen était vraiment ce gars-là, il leur laisserait utiliser sa tête comme une boule de bowling. Un homme en costume bleu dit à Shen d'arrêter de se comparer à cet homme riche. Shen le reconnut. C'était le même homme qui s'était approché de Xuon et s'était présenté comme Li Yintao. Li Yintao demanda les coordonnées de Xuon. Elle avait l'air embarrassée et timide, clairement mal à l'aise. Shen se souvint que Li Yintao lui avait toujours rendu la vie difficile au lycée. Il comptait toujours sur les relations de sa famille. Pourtant, Shen ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait de l'argent, alors il était prêt à laisser Li Yintao se vanter. Mais en regardant Xuon, il pensa qu'il était temps de la tester. Shen se plaça à côté de Li Yintao et le présenta à tout le monde. Il le décrivit comme un homme de haut rang, riche et possédant des entreprises prospères. Puis Shen expliqua que le peu d'argent qu'il avait venait seulement de la démolition de la vieille maison de sa famille. Xuon fut choqué, réalisant que Shen n'était pas le riche cigarette solitaire qu'elle pensait. D'un côté se trouvait un homme riche, et de l'autre un homme pauvre qu'il avait autrefois aimé. Sa faveur envers Shen chuta brusquement, et son système de lèche-bot échoua. Elle perdit 60 points, n'en gardant que 15. Mais Shen sourit. Xuon se précipita pour ajouter le contact de Li Yintao. Son expression montrait qu'elle savait exactement qui était la meilleure option. Li Yintao rit, disant à Shen que c'était drôle que la fille qu'il avait présentée l'ait ajoutée immédiatement. Li Yintao se pencha et dit à Shen qu'il lui marchait dessus depuis le collège et continuerait à le faire. Shen s'ha sentit prudent.
Li Yintao dit qu'il paierait l'addition pour tout le monde. Shen commença à rire doucement. Les gens demandèrent ce qui était si drôle. Il répondit que ce n'était rien, il venait juste de comprendre certaines choses. Shen pensa qu'il avait donné à Xuan sa meilleure chance, mais elle avait encore une fois montré son vrai visage. À partir de ce moment, il ne ressentirait plus aucune sympathie pour elle. Alors que Shen s'en allait, Li Yintao lui demanda s'il participerait à la réunion du collège demain. Shen réfléchit un instant, puis il dit qu'il serait heureux de venir. Dans un restaurant chic, dans la salle 888, la réunion du collège avait déjà lieu. Tout le monde était rassemblé et profitait de l'événement. Tout le monde était heureux, célébrant leur succès, en particulier les réalisations de Li Yintao. Shen se tenait parmi eux, invisible. Il pensait que Li Yintao ne manquait jamais une occasion de se vanter. Soudain, la porte s'ouvrit, et une fille avec une grande présence entra. Elle s'excusa, disant que le taxi avait mis du temps. Shen la reconnut comme étant Xiao Ruoyu. Elle avait été là l'une de ses années de lycée. Elle était mystérieuse et noble, comme une équation non résolue. Le poète en chêne s'éveilla de nouveau. Il sourit et s'approcha d'elle, demandant s'ils pouvaient échanger leurs coordonnées. Li Yintao se mit en colère, avertissant Shen qu'il le regretterait. Ruoyu avait l'impression d'avoir déjà vu Shen quelque part et accepta d'échanger ses contacts. Ainsi commença une relation de lèche-botte, et son score d'apparence était de 9,2. Quelqu'un cria depuis la table que Shen n'avait jamais été spécial. Alors pourquoi faisait-il le malin maintenant? Une des filles l'accusa de faire semblant d'être riche. Elle avertit tout le monde que Shen passait du temps avec des enfants riches de deuxième génération qui avaient blessé beaucoup de femmes. Une amie de Shen le défendit, disant qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. La fille affirma que Shen l'avait humiliée devant son ex-petit ami, le gars qui livrait la voiture, et l'avait fait pleurer. Elle insista sur le fait que Shen n'avait demandé le numéro de Ruoyu que pour le vendre à ses amis riches. Ruoyu commença à perdre des points de faveur à cause de cela. Li Yintao vit son opportunité pour demander à Shen s'il était si pauvre qu'il devait dépendre des autres et lui offrit un emploi. Voyant les deux l'insulter en même temps, Shen pensa qu'ils tramaient clairement quelque chose ensemble. S'ils montraient leur vrai visage maintenant, il les écraserait tous les deux. Il envoya un message à un ami, lui disant de venir au restaurant avec une Ferrari. Un moment plus tard, tout le monde quittait le restaurant. Li Yintao était sûr que Shen et son ami ne reviendraient jamais. Il proposa de raccompagner Ruoyu chez elle, mais elle refusa. Puis un agent s'approcha de Li Yintao, lui demandant de déplacer sa voiture. Li Yintao se mit en colère, exigeant pourquoi il devait la déplacer du parking du restaurant. L'employé expliqua qu'après 9 heures du soir, le restaurant était réservé. Seuls les VIP étaient autorisés à ce moment-là. Li Yintao se demanda qui pouvait bien être ce VIP. Debout à côté de sa voiture, il vit une Ferrari valant plus de 20 millions. C'était le genre de voiture qu'il n'avait vu que dans des expositions auparavant. Puis il vit Zhang Aoxiong sortir de la voiture et le reconnut. Cela le rendit nerveux. Li Yintao avait entendu dire à quel point Aoxiong était important. Mais ensuite Shen salua Aoxiong, qui lui rendit son sourire. Shen remercia Aoxiong d'avoir amené sa voiture, et Aoxiong répondit que c'était toujours un plaisir d'aider le patron. Li Yintao n'en croyait pas ses yeux. Cette voiture appartenait en fait à Shen? Les gens autour commencèrent à se demander si Shen était vraiment aussi riche. Les filles dirent qu'une fille avait menti en disant qu'il avait besoin des autres. Ruoyu réalisa que cette fille et Li Yintao avaient essayé de ruiner la réputation de Shen. Pourtant, Shen n'avait même pas pris la peine de se défendre. Elle trouva cela admirable, et sa cote de sympathie monta de 20 points. Voyant cela, Shen sourit et demanda s'il pouvait la raccompagner chez elle. Elle accepta. Toute la classe semblait maintenant admirer Shen, et ses amis plaisantaient sur Li Yintao. Ils traversaient la ville de nuit, tandis que Ruoyu se sentait un peu mal à l'aise. Peut-être avait-elle été trop rapide à monter dans la voiture de Shen. Shen mentionna qu'il avait remarqué le pendentif sur son sac. C'était un Dikao, un personnage d'un dessin animé chinois. Ruoyu fut impressionné qu'il le reconnaisse. Shen dit qu'il adorait regarder cette série, surtout les transformations. Ruoyu dit qu'elle l'aimait aussi. Elle le regarda, un peu embarrassée, et sourit. Shen pensa qu'elle était vraiment mignonne. Peut-être que son attitude froide n'était qu'une défense. En regardant son beau visage, il sentit qu'il voulait la protéger. Pour la première fois de sa vie, il ressentait le sentiment d'amour. Chez elle, Shen fit un geste de la main tirée du dessin animé, disant que c'était vraiment agréable de la rencontrer. Elle lui rendit le geste, le remerciant de l'avoir accompagnée. Ils restèrent là comme deux idiots, riant. En partant, elle pensa qu'il était intéressant, différent des autres riches qui essayaient toujours de la contrôler. Une fois à l'intérieur, sa mère la gronda immédiatement. Elle demanda si elle était allée au rendez-vous arrangé par sa mère.
Sa mère lui rappela que les affaires de son père étaient en grave difficulté et qu'elle n'avait pas le choix. Ruoyu pleura, disant qu'elle ne voulait pas se marier juste pour sauver l'entreprise, que ses sentiments comptaient. Mais sa mère insista sur le fait que c'était son devoir. Tout ce que Ruoyu avait venait d'eux, et si l'entreprise de son père échouait, ils seraient tous ruinés. Le garçon de la famille Han ne semblait peut-être pas excitant, mais leur situation était plus importante que ses sentiments. En pleurant, Ruoyu dit qu'elle comprenait. Une larme unique tomba sur la petite poupée qu'elle portait. Ken Yuan observait tranquillement un groupe de millionnaires en train de discuter. L'homme avec la voiture chère prit la parole. Il mentionna qu'il avait une nouvelle surprenante. Curieux, Shen Yuan écouta et découvrit que Ruoyu allait épouser un homme en surpoids avec une coiffure terrible juste parce que sa famille faisait faillite. Shen Yuan commença à se demander si cette situation n'était pas en partie de sa faute. En pensant à elle, il se sentit incertain. Il se demanda si elle irait vraiment jusqu'au bout d'un tel mariage. Depuis le lycée, il n'avait pas pu détacher ses yeux d'elle. Cette fois, il ne laisserait pas les choses lui échapper. Il décida qu'il devait agir. Une fille portant des lunettes remarqua Shen Yuan passer et demanda si c'était vraiment lui. Son compagnon confirma que cela semblait être le cas. Soudain, elle arrêta Shen Yuan et se présenta comme Shen Shui. Puis elle demanda s'il voulait devenir une célébrité sur Internet. Shen Yuan regarda sa carte de visite et refusa poliment, disant qu'il n'était pas intéressé. Shen Shui supposa qu'il avait déjà reçu des offres similaires d'autres entreprises, alors elle essaya une nouvelle approche. Elle commença à parler de la façon dont sa société était l'une des plus grandes, offrant des paiements très compétitifs. Elle mentionna même que leur plateforme hébergeait la célèbre Lonely Cigarette et le prévint que s'il ne signait pas avec eux, il pourrait avoir des problèmes avec cette célébrité. En entendant cela, Shen Yuan se mit en colère. Cette fille ne se rendait même pas compte qu'il était en fait Lonely Cigarette lui-même, et elle lui faisait perdre son temps. Pendant qu'elle continuait à parler en face de lui, Shen Yuan pensa que s'il ne faisait rien, quelqu'un d'autre s'en chargerait. Il attrapa son téléphone, ouvrit la discussion de groupe avec les enfants riches, et mentionna le nom de Shen Shui et de sa société, demandant si quelqu'un pouvait aider à régler cela. Elle continua à essayer de le convaincre. Puis son patron appela. Il lui ordonna de retourner immédiatement à l'entreprise ou de perdre son emploi. Elle avait l'air confuse, disant à son patron qu'elle n'avait rien fait de mal. Pendant ce temps, Shen Yuan ruminait tranquillement, pensant à la façon dont des gens comme elle essayaient de lui prendre Ruoyu. Assise dans la voiture, la mère de Ruoyu lui dit qu'elles allaient juste rencontrer quelqu'un et qu'elle ne devait pas avoir l'air si triste. Cette rencontre aiderait la famille à surmonter leur crise financière. Soudain, Ruoyu reçut un message de Shen Yuan lui demandant où elle était. Elle répondit qu'elle était au restaurant, et il dit qu'il viendrait l'aider. Ruoyu se demanda si Shen Yuan savait déjà pour le rendez-vous arrangé. Elle compara l'homme désagréable de la famille Han à Shen Yuan. À ses yeux, Shen Yuan semblait bien plus attirant. Son père mentionna qu'il ne lui avait jamais rien demandé auparavant, alors il espérait qu'elle envisagerait d'aider la famille. Tout le monde dans la voiture se tut. Finalement, Ruoyu dit qu'elle comprenait. La voiture s'arrêta devant un restaurant luxueux, et quelqu'un vint les guider à l'intérieur. Pendant ce temps, l'homme de la famille Han s'imaginait déjà quelque chose. Dans sa tête, Ruoyu leur appartiendrait bientôt. Ruoyu remarqua une mallette dans sa main. Elle trouva étrange qu'il transporte autant de documents pour ce qui était censé être un rendez-vous arrangé. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle privée, le père de la famille Han les accueillit. Son fils, surnommé Tête d'Ananas, se comportait déjà de manière inappropriée. Ruoyu remarqua immédiatement la table pleine de documents. Il devint clair que ce n'était pas une réunion normale. Soupçonneuse, elle commença à se demander ce que son propre père préparait. Il semblait plus bas que bas. Ruoyu pensa en elle-même que même si une famille était complètement ruinée, il n'était pas juste de vendre leur fille ainsi. Elle savait que la famille Han était influente dans la ville, et que le père de Tête d'Ananas était connu comme un homme terrible. Il s'approcha de Ruoyu, disant qu'elle était encore plus jolie en personne. Essayant de rester calme, elle envoya un message à Shen Yuan, lui faisant savoir qu'elle était dans la chambre numéro 35. Tête d'Ananas s'approcha, disant qu'il était excité par leur avenir ensemble et promettant que l'entreprise de sa famille réussirait. Ruoyu retira sa main et le remercia maladroitement. D'abord, il posa sa main sur sa taille, puis la descendit lentement. Ensuite, il la saisit par les fesses, disant qu'il n'y avait pas besoin d'être poli car bientôt il serait une famille. Ruoyu le gifla et exigea de savoir qui avait dit qu'il deviendrait une famille. Son propre père la gronda pour son impolitesse. Les larmes aux yeux, elle n'avait plus rien à dire. Son père se tourna vers Han Sanu, disant que sa fille était encore jeune et ne savait pas ce qui était le mieux pour elle. Il suggéra qu'il regarde le contrat. Un homme entra et commença à expliquer les détails.
La famille Han achèterait 20% de l'entreprise de son père pour 100 millions, à condition que Ruoyu épouse Ted Danana. Cependant, l'argent ne serait disponible qu'après que Ruoyu ait donné naissance à l'enfant de Ted Danana. Choquée, Ruoyu saisit les documents et demanda s'ils étaient sérieux. En pleurs, elle demanda à son père s'il l'avait vraiment amené là pour la vendre ainsi. Sa mère essaya de la calmer, mais Ruoyu refusa. À travers ses larmes, elle demanda pourquoi les échecs de la famille devaient ruiner sa vie. Elle déclara qu'elle savait que Ted Danana était accro à l'alcool, au jeu et pire encore, et qu'elle ne l'épouserait jamais. Son père la gifla, la laissant stupéfaite. Sa joue devint rapidement rouge. Son père cria qu'il l'avait trop gâtée et qu'elle ne pensait qu'à elle-même. Ruoyu était confuse, demandant comment il pouvait dire cela. Sa mère lui dit qu'elle devait être plus compréhensive, expliquant que si elle n'était pas d'accord, toute la famille s'effondrerait. Mais Ruoyu argumenta que si les choses tournaient mal, ils pourraient recommencer ensemble. Sa mère montra son vrai visage, tombant à genoux et suppliant Ruoyu d'avoir pitié de sa pauvre mère. Tout le monde dans la pièce était choqué. Ruoyu demanda à sa mère de se relever. Mais sa mère refusa, disant qu'elle ne se lèverait que si Ruoyu acceptait le mariage. Ruoyu s'ha sentit completament perdua. Ted Danana prit la parole, affirmant qu'elle pouvait lui faire confiance pour lui donner tout ce qu'elle avait toujours voulu. À ce moment-là, Ruoyu sentit son esprit se briser. Elle accepta que naître dans une famille riche signifiait sacrifier certaines parties de sa vie. Sans aucune émotion, elle dit à sa mère qu'elle acceptait. Sa mère se leva immédiatement, ses larmes disparaissant comme si elles n'avaient jamais existé. Sanu la félicita et dit qu'il devrait signer les contrats immédiatement. Son père commença à sortir les documents de la mallette. Sanu commenta qu'une fois le mariage célébré, les deux entreprises prospéreraient. Ted Danana se lécha les lèvres, imaginant déjà ce qui allait suivre. La pièce était silencieuse. Ruoyu ne s'assit même pas sur sa chaise. Soudain, Shen Yuan donna un coup de pied à la porte pour l'ouvrir. Ruoyu fut la première à le remarquer. Et personne dans la pièce ne pouvait croire ce qui se passait. Shen Yuan entra dans la pièce et dit qu'ils étaient très courageux, complètement inconscients du danger dans lequel ils se trouvaient. Ruoyu était ravi de le voir. Ted Danana se précipita sur Shen Yuan en criant. Mais Shen Yuan le gifla si fort qu'il tomba, cassant des objets dans la pièce. Shen Yuan le traita d'idiot et lui dit de déguerpir. Un garde intervint, avertissant Shen Yuan qu'il ne savait pas à qui il avait affaire ni à quel point la famille Han était importante. Mais Shen Yuan ne fit que rire, disant que c'était ridicule, une famille vendant leur fille et une autre famille l'achetant. Il demanda qui oserait le toucher. Sanu demanda à tout le monde de se calmer et se demanda comment Shen Yuan savait où ils étaient et agissaient encore ainsi. Il réalisa que Shen Yuan n'était pas une personne ordinaire. Sanu s'approcha et demanda à Shen Yuan de quelle famille il venait, mais Shen Yuan répondit que Sanu n'était pas qualifié pour le savoir. Ted Danana essaya de parler à nouveau, mais son père lui dit de se taire. Shen Yuan se tourna vers Ruoyu et lui dit de se détendre. Il aiderait sa famille à surmonter leurs difficultés. Puis il s'approcha de la table pour regarder le contrat. Le père de Ruoyu demanda ce qu'il faisait. Shen Yuan lui dit qu'il devait souffrir d'un dommage cérébral pour essayer de vendre sa fille au si bon marché. Il déchira les papiers et dit qu'il achèterait 60% de l'entreprise pour 500 millions. Tout le monde était stupéfait. Sanu s'accroupit, réalisant que pour que quelqu'un dépense une telle somme, sa famille devait valoir au moins 10 milliards. Pourtant, il n'avait jamais entendu parler de Shen Yuan auparavant. Le père de Ruoyu s'excita, pensant qu'une telle somme pourrait non seulement sauver l'entreprise, mais aussi lui permettre de grandir. Mais Shen Yuan ajouta qu'il avait une condition. Il montra Ruoyu du doigt. Elle se demanda s'il avait vraiment l'intention de l'acheter à ce prix. Ruoyu laissa tomber son sac par terre, se sentant désespérée. Elle pensa que Shen Yuan était finalement comme tout le monde. Des larmes roulèrent sur ses joues alors qu'elle tenait sa petite poupée. Mais ensuite Shen Yuan clarifia sa vraie condition. Les 60% des parts de l'entreprise de son père seraient transférés au nom de Ruoyu. Une fois qu'elle aurait le contrôle, il enverrait les 500 millions. Soudain, Ruoyu se sentit libre, comme un oiseau enfin libéré de sa cage. Son opinion sur Shen Yuan monta en flèche. Sa confiance et ses sentiments pour lui augmentèrent rapidement, atteignant 85 points. Un homme apporta un contrat et lui tendit un stylo. Shen Yuan prit sa main avec le stylo et lui dit qu'en le signant, elle prendrait le contrôle de sa propre vie. L'argent fut transféré immédiatement à sa famille, et son père fut ému. Il demanda à Shen Yuan si c'était vraiment tout ce qu'il voulait. Shen Yuan le confirma, mais lui lança un avertissement. Dorénavant, Shen Yuan contrôlait l'avenir de la famille, et son père ferait mieux de ne plus faire souffrir Ruoyu. Shen Yuan déclara qu'il n'y avait plus rien à discuter et qu'il devait partir. Sanu changea rapidement de ton,
feignant d'admirer les compétences commerciales de Shen Yuan et lui demandant de ne pas prendre personnellement le comportement de tête d'ananas. Sanu continuait de penser que Shen Yuan devait être une sorte de dieu de l'argent, dépensant 500 millions sans y penser. Sanu réalisa aussi qu'il valait mieux ne pas faire de Shen Yuan un ennemi. Pendant ce temps, Tête d'Ananas était en colère, criant sur son père de l'avoir laissé faire cela. Mais Sanu le gifla et lui dit de se taire. Alors que la famille se disputait, Shen Yuan sortit calmement avec Ruoyu. Plus tard, assis ensemble dans la Ferrari, Ruoyu le remercia de l'avoir sauvé. Shen Yuan lui dit doucement que ce n'était pas la première fois qu'il la sauvait. Il y avait un souvenir. Ruoyu était une fois rentrée chez elle à vélo, espérant que rien d'étrange ne se produirait. Mais elle rencontra un groupe de soi-disant honnêtes personnes qui essayèrent de la déranger. Ils commencèrent à l'importuner, et l'un d'eux tenta même de l'embrasser. De loin, quelqu'un courut vers elle. Shen Yuan arriva, donnant un coup de tête à l'un des hommes et repoussant les autres. Il cria à Ruoyu de courir sans se retourner. Pendant qu'il restait derrière, encaissant les coups, elle s'échappa. Plus tard, Ruoyu revint avec la police, mais le garçon avait disparu. Elle pleura, ne sachant pas qu'il avait aidé ce jour-là. Maintenant, réalisant que c'était Shen Yuan depuis le début, son excitation grandit. Ses points de faveur augmentèrent de 10 de plus, atteignant un légendaire 95 points. Le système détecta que Shen Yuan avait dépensé 500 millions pour augmenter sa faveur, et en retour, il gagna 50 millions en récompense. De plus, il gagna des points de compétence en anglais, français, russe et coréen. Shen Yuan était stupéfait, il était devenu fluent en plusieurs langues instantanément. En regardant Ruoyu à ses côtés, il trouva cela irréel. Au lycée, il n'avait jamais eu le courage de lui parler. La seule fois où il avait fait quelque chose pour elle, c'était quand il l'avait sauvée, et même maintenant, ce moment le rendait fier. Ils étaient maintenant assis, si près qu'ils pouvaient sentir le souffle de l'autre. Ils étaient attirés l'un par l'autre. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver, le téléphone de Shen Yuan sonna. Ils reculèrent tous les deux. C'était Zhao Yuki. Elle mentionna qu'elle avait déjà emménagé dans la nouvelle maison et acheté quelques meubles. Elle demanda s'il se souvenait de ce que serait demain. Shen Yuan répondit que oui, c'était son anniversaire. Il avait déjà préparé plusieurs cadeaux. Zhao Yuki lui demanda de ne pas être trop voyant devant ses amis. Shen Yuan la rassura, pensant que c'était un moment crucial. Shen Yuan invita Ruoyu à une fête organisée par son ami, l'utilisant comme partie de son plan pour paraître détendu et accessible. Ruoyu déclina poliment, disant qu'elle avait déjà beaucoup à gérer. Mais elle n'était pas stupide. Elle comprenait des choses qu'elle ne demandait pas à voix haute. Shen Yuan plaisanta en disant qu'elle aurait été la plus belle femme là-bas. Ruoyu sourit et dit qu'elle viendrait une autre fois. Ensuite, en sortant de la voiture, Ruoyu remercia encore Shen Yuan pour tout ce qu'il avait fait pour elle ce jour-là. Il lui dit que si elle se sentait coupable de ne pas pouvoir l'accompagner, elle pouvait le rembourser d'une autre manière. Elle lui donna un baiser sur la joue, un baiser qui valait 500 millions, comme elle le dit. Mais elle le prévint, dorénavant, il lui appartenait. Shen Yuan remonta dans la voiture, souriant en pensant à rentrer chez lui pour jouer à des jeux. Soudain, quelqu'un l'appela, demandant si c'était sa voiture. En se retournant, il vit Xuon, debout là et pointant sa voiture. La porte se referma. La voiture démarra, et Xuon resta là, immobile. Son ami commenta qu'il semblait que Shen Yuan lui avait menti auparavant et la testait à nouveau. Xuon fut choqué, réalisant pour la 10e fois qu'elle avait fait une erreur. Elle demanda à son ami ce qu'elle pouvait faire pour le reconquérir. Son ami lui dit honnêtement qu'il n'y avait plus aucune chance. Xuon se mit en colère et demanda si son ami voulait maintenant tenter sa chance avec Shen Yuan. Son ami admit que Shen Yuan était incroyable. Alors pourquoi pas, surtout que Xuon n'avait plus aucune chance. La frustración de Xuon explosa. Elle attrapa son ami par les cheveux et commença à se battre avec elle, comme deux rivales. Les autres autour d'elle commencèrent à tout filmer avec leur téléphone. Un moment plus tard, Xuon était assise par terre, complètement écrasée. Elle avait perdu à la fois l'homme qu'elle aimait et son ami. Pendant ce temps, Shen Yuan continuait de devenir plus fort, la distance entre eux s'agrandissant de plus en plus. Soudain, quelqu'un s'approcha de Xuon, lui disant d'arrêter de pleurer. Shen Shui suggéra que cela pourrait être une façon pour Xuon de se rapprocher à nouveau de Shen Yuan. Shen Shui suggéra que cela pourrait être une façon pour Xuon de se rapprocher à nouveau de Shen Yuan. Chez lui, Shen Yuan se demandait quel cadeau offrir à Kiki. Il était sur le point de quitter sa chambre quand un de ses amis mentionna que Xuon avait commencé un live stream. Dans le stream, Xuon parlait de tout ce qui s'était passé entre elle et le plus gros dépensier de la plateforme. Elle raconta aux spectateurs comment leur relation avait commencé il y a longtemps, mais qu'il ne la voulait plus maintenant. L'ami de Shen Yuan se demanda à voix haute si Xuon avait vraiment été avec un gars aussi riche.
Mais Shen Yuan était déjà furieux. Xuan essayait toujours de jouer la victime, mais il sentait qu'il y avait définitivement quelqu'un qui tirait les ficelles derrière elle. Il appela un de ses contacts, demandant qui sponsorisait le live stream de Xuan. Peu après, il découvrit que c'était Dream Media. C'était l'entreprise où travaillait Shen Shui. Shen Yuan était hors de lui. Cette même femme qui l'avait dérangé auparavant pensait, maintenant qu'il ne riposterait pas. Pendant ce temps, chez Dream Media, Shen Shui était satisfaite que le stream de Xuan ait été si réussi. Quand elle avait suggéré l'idée à son patron plus tôt, elle s'était fait réprimander. Mais l'un de ses employés avait déterré des informations sur l'ancien béguin de Shen Yuan, Lin Xuan, et elle avait vu une opportunité. Shen Shui pensait qu'elle était un génie, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Son patron l'informa que leur entreprise venait d'être bannie de la plateforme de streaming. Shen Yuan se rendit dans le groupe de discussion privée des milliardaires et conseilla à tous de couper immédiatement les liens avec Dream Media, retirant investissements et partenariats. Puisque le groupe était réservé aux ultra-riches qui se faisaient confiance, ils suivirent son conseil sans hésitation. Bientôt, des dizaines d'appels furent passés, et chaque investisseur se retira. Cela provoqua le chaos chez Dream Media. Finalement, l'entreprise fut bannie de toutes les grandes plateformes et dut fermer complètement ses opérations. Un des employés informa Shen Shui que sans l'argent des investisseurs, ils auraient besoin d'au moins 10 millions pour maintenir l'entreprise en activité. Mais ils n'avaient plus rien. Shen Shui resta là, tremblante, furieuse, essayant de comprendre qui avait un tel pouvoir pour la détruire aussi complètement. Alors que Dream Media s'effondrait, d'autres investisseurs vinrent en personne retirer leurs fonds restants. Même les streamers travaillant pour l'entreprise partirent, ne voulant pas faire partie d'une plateforme bannie. Sans argent ni employés, l'entreprise perdit son bail de bureau. Shen Shui se retrouva seule dans un bâtiment vide avec seulement quelques cartons, ne sachant pas quoi faire ensuite. Elle était certaine que ce niveau d'influence ne pouvait venir que de Shen Yuan. Même Xuan était maintenant banni des plateformes de streaming, évidemment à cause des contacts puissants que Shen Yuan avait. Shen Yuan venait de monter dans sa voiture, prêt à aller acheter un cadeau pour Kiki, quand Shen Shui se jeta soudain contre la vitre de sa voiture, le surprenant. Les larmes aux yeux, elle admit qu'elle avait été stupide et supplia le pardon. À ce moment-là, sa popularité retomba à zéro. Mais Shen Yuan ne s'intéressait plus à elle. Il pensait qu'elle était trop âgée pour lui, même si elle continuait à essayer d'attirer son attention. Il baissa la vitre et, gardant son calme, lui dit qu'il valait mieux qu'elle ne le dérange plus. Shen Shui s'effondra au sol. Elle se demanda pourquoi elle n'avait pas réalisé plus tôt à quel point il était beau, surtout quand il parlait si froidement. Sa popularité augmenta doucement à nouveau tandis que Shen Yuan s'éloignait en Ferrari. Au manoir de Kiki, ses amis étaient rassemblés, émerveillés par le luxe de l'endroit. L'une d'elles, une fille aux cheveux verts, demanda si la maison appartenait vraiment à Kiki. Les rumeurs disaient que le propriétaire était un homme plus âgé. L'ami proche de Kiki les arrêta, disant que c'était des bêtises de penser que Kiki serait impliqué avec quelqu'un comme ça. Cependant, le petit ami d'une autre fille confirma la rumeur, ajoutant que le supposé propriétaire avait même une fille de 12 ans. Le groupe commença à chuchoter, croyant que le manoir n'était peut-être qu'un cadeau d'un vieil homme riche. Pour leur prouver le contraire, l'ami de Kiki posa des documents officiels sur la table. Les papiers montraient que Kiki en était la seule propriétaire. Les gens furent choqués, mais acceptèrent vite qu'elle l'avait acheté avec ses revenus de streaming en direct. Pendant ce temps, Kiki se sentait nerveuse, se demandant pourquoi Shen Yuan n'était pas encore arrivé. Juste à ce moment-là, Shen Yuan arriva en Ferrari, tenant un ours en peluche. Il gara la voiture loin pour éviter d'attirer l'attention. Soudain, une voiture passa à toute vitesse, manquant de lui écraser le pied. Tout le monde se retourna. C'était une voiture voyante, et un homme blond nommé Tang Xuen en sortit, remettant ses clés à quelqu'un pour qu'on la gare à sa place. Tang Xuen remarqua Shen Yuan à proximité et se demanda si Kiki avait vraiment invité quelqu'un comme lui. Il se moqua aussi silencieusement de Shen Yuan pour avoir apporté quelque chose d'aussi simple qu'un ours en peluche. Mais à ce moment-là, Kiki appela joyeusement que Shen Yuan était arrivé. Elle dit qu'elle l'attendait depuis longtemps. Tang Xuen, avec son attitude confiante, salua Kiki et fit semblant d'être content de la voir heureuse. Mais Kiki passa tout droit devant lui. Elle alla directement vers Shen Yuan, le remerciant pour l'ours en peluche. Tout le monde commença à chuchoter, remarquant à quel point Tang Xuen avait été complètement ignoré. Il ne pouvait pas croire que Kiki accordait de l'attention à quelqu'un comme Shen Yuan. À ce moment-là, un camion rouge arriva. Tang Xuen vit une occasion de se montrer. Il dit à Kiki qu'il lui avait apporté un cadeau spécial, quelque chose qu'elle aimerait vraiment. Des ouvriers commencèrent à décharger un piano à queue du camion, un Yamaha F6. Tang Xuen expliqua qu'il pensait que le piano était parfait pour elle, étant la star de l'événement. Kiki dit qu'elle l'aimait bien, mais que c'était trop cher,
Alors elle proposa de lui transférer l'argent. Tang Xuen le balaya d'un revers de main, disant que ce n'était rien pour lui. Il affirma même avoir composé un morceau de musique rien que pour elle. Les autres filles à la fête étaient émerveillées, qualifiant les deux de couple parfait. Kiki fit un compliment poli à Tang Xuen, disant qu'elle ne pourrait jamais égaler un tel talent. Tang Xuen se tourna vers Shen Yuan, lui demandant pourquoi il ne montrait pas aussi quelques-unes de ses compétences. Shen Yuan sourit simplement, comprenant que Tang Xuen voulait l'embarrasser. Shen Yuan accepta de montrer ce qu'il savait faire. Kiki se demanda silencieusement s'il savait vraiment jouer du piano. Bien sûr, Shen Yuan n'y connaissait rien. Mais il avait 35 points d'amélioration. Et le système lui notifia qu'il ne lui faudrait que 10 points pour apprendre les compétences de piano. Sans hésiter, il les utilisa et demanda au système 50 ans d'expérience au piano. Assis au piano, toute son aura changea. Tang Xuen le remarqua immédiatement. Shen Yuan commença à jouer. C'était exactement la même pièce que Tang Xuen venait d'interpréter, mais Shen Yuan l'avait déjà mémorisée parfaitement. Confiant, Shen Yuan dit que la vraie surprise restait à venir. Il commença à accélérer le tempo, jouant de plus en plus vite sans rater une note. Tout le monde regardait, en sueur et se demandant si c'était même humainement possible. Ses mains bougeaient comme une machine, frappant chaque note avec précision, comme s'il avait 4 mains au lieu de 2. Il jouait si vite qu'on aurait dit qu'il tenait une mitrailleuse dans ses mains au lieu d'un piano. Quand il eut enfin fini, de la fumée s'éleva réellement du piano. Toute la fête tomba silencieuse. Avec l'ambiance installée, Shen Yuan prit une cigarette de son paquet, la posant sur la corde encore chaude du piano. Elle s'alluma d'elle-même. Tout le monde regardait tandis qu'il posait calmement sa main sur l'épaule de Tang Xuen, lui disant de continuer à s'entraîner car le vrai jeu au piano consistait à exprimer des émotions, pas à frimer. Puis, toujours aussi cool, Shen Yuan mit la cigarette dans la bouche de Tang Xuen en geste final. Tang Xuen le regarda comme s'il venait de trouver son idole. La pièce resta silencieuse. Kiki, assise sur le canapé avec un sourire malicieux, pensa qu'elle avait choisi la bonne personne. Sa popularité continua d'augmenter jusqu'à atteindre finalement 95. La contre-attaque était complète. La compétence au piano de Shen Yuan monta automatiquement au niveau maître 60. Kiki devint désormais une véritable supportrice fidèle. Puisque Shen Yuan avait dépensé 78 millions pour elle, le système le récompensa en retour de 7 millions. Il commençait vraiment à gagner de l'argent sérieusement grâce au système. Il gagna même 25 points d'amélioration supplémentaires, bien qu'il ne sache pas encore où les utiliser. Soudain, Kiki s'approcha par derrière, lui disant qu'il était plein de surprises. Elle ajouta qu'il l'avait rendue très heureuse ce soir-là. Shen Yuan répondit que sa performance au piano était en fait son deuxième cadeau pour elle. Et maintenant, il se demandait comment elle comptait le remercier. Tang Xuen les observait. Il se sentait humilié et perdu. Mais alors, une silhouette d'une nouvelle fille apparut dans l'embrasure de la porte. Une nouvelle fille apparut, elle s'appelait Qin Bingsu, aussi connue sous le nom de la beauté de glace. On ne parlait pas d'elle pour son apparence, mais pour son attitude froide envers les hommes. Beaucoup supposaient qu'elle préférait les femmes. Comme elle était toujours vue avec la présidente du conseil étudiant, des rumeurs circulaient sur une relation entre elles. La vérité était différente. Quand Bingsu était enfant, elle avait été kidnappée. Bien que la police l'ait sauvée à temps et qu'il ne lui soit rien arrivé de grave, l'événement l'avait profondément traumatisée. Cela lui avait fait perdre confiance et détester tous les hommes. Plus tard, Kiki demanda à Shen Yuan qu'il trouvait plus belle, elle ou Bingsu. Shen Yuan dit à Kiki qu'elle était la plus belle femme qu'il ait jamais rencontrée. Mais secrètement, il pensait qu'il voulait éviter les femmes comme Bingsu, trop de problèmes. À ce moment-là, Kiki appela Bingsu pour la présenter à Shen Yuan. Bingsu s'excusa d'être en retard à cause du trafic. Kiki présenta Shen Yuan comme le gars qui jouait du piano. Bingsu fit immédiatement un commentaire sur Shen Yuan. Elle dit avoir entendu dire qu'il était le genre d'homme impliqué avec beaucoup de femmes, sans morale, même s'il avait un certain talent. Shen Yuan voulut répondre quelque chose de cinglant, mais Kiki lui dit de se détendre, disant que Bingsu agissait toujours ainsi. Le système, cependant, marqua Bingsu comme une nouvelle cible, 25 ans, 52 kilos, avec un score d'apparence de 9,3 mais un score de popularité de -80. Si Shen Yuan complétait son scénario, il gagnerait des compétences de combat. Shen Yuan soupira, pensant que la dernière fois c'était une femme plus âgée, maintenant c'était une autre fille au cœur froid. Il n'avait vraiment pas envie de lécher encore plus de bottes. La soirée passa, et il était temps de célébrer l'anniversaire de Kiki. Tout le monde se rassembla, coupant le gâteau et profitant du moment. Mais alors Bingsu emmena Kiki à l'écart pour une conversation privée dehors. Bingsu avertit Kiki qu'il vaudrait mieux qu'elle reste loin de Shen Yuan. Kiki demanda pourquoi.
Bingsu expliqua que Shen Yuan était entouré de nombreuses filles et qu'elle ne voulait pas que Kiki se retrouve dans une mauvaise relation. De plus, Bingsu mentionna qu'elle était sur le point d'obtenir son diplôme et pensait à passer la présidence du conseil étudiant à Kiki. Cela surprit Kiki. Elle se rappela à quel point elle avait souvent rivalisé avec Bingsu quand elle venait d'arriver, toujours en désaccord avec elle. Maintenant, finalement, Bingsu voulait lui céder la première place. Kiki se demanda silencieusement si les rumeurs sur Bingsu étaient vraies et si elle cherchait secrètement du plaisir d'une manière plus personnelle. Mais, gênée, Kiki dit qu'elle ne méritait pas ce poste et suggéra à Bingsu de trouver quelqu'un d'autre. Bingsu s'approcha, disant que l'amour rendait vraiment aveugle. Kiki n'agissait plus comme elle-même. Kiki admit qu'elle pensait à quitter complètement le conseil étudiant pour avoir plus de temps avec Shen Yuan. Bingsu se fâcha, lui disant qu'elle perdait toute ambition et devenait stupide à cause d'un homme. Sa popularité envers Shen Yuan chuta de nouveau, et Shen Yuan se demanda s'il ne pouvait même pas profiter d'un gâteau sans perdre des points. La fête touchait à sa fin, et les invités partaient. Soudain, Kiki appela Shen Yuan, lui demandant d'attendre. Il pensait qu'elle devenait encore plus mignonne à chaque instant, alors que sa popularité augmentait de nouveau. Tout ce qu'elle voulait, c'était l'inviter à aller voir un film le lendemain. Shen Yuan interpréta mal un instant, pensant qu'elle voulait dire quelque chose de plus romantique. Puis il entendit quelqu'un pleurer. C'était Tang Xuen, appuyé contre sa voiture, dévasté et se demandant pourquoi il avait pratiqué le piano toute sa vie si cela ne signifiait rien maintenant. Shen Yuan se sentit gêné, mais s'approcha quand même de Tang Xuen. Tang Xuen fut surpris, demandant ce qu'il voulait. Shen Yuan lui dit honnêtement, perdre dans un concours de piano n'était pas si grave. Tang Xuen pensa que Shen Yuan se moquait de lui. Shen Yuan essaya d'expliquer, mais Tang Xuen insista que cela n'avait pas d'importance. Sa famille était toujours extrêmement riche. Il agitait ses clés de voiture, disant qu'il était sûr que Shen Yuan devait être pauvre et n'avait rien. Mais quand Tang Xuen regarda de plus près, il vit Shen Yuan. Shen Yuan se dirigeait vers la Ferrari. La clé de voiture de Tang Xuen lui échappa des mains et tomba par terre. Tang Xuen ne comprenait pas comment quelqu'un vêtu simplement pouvait conduire une voiture aussi chère. Pendant ce temps, Shen Yuan pensait déjà au film qu'il allait regarder avec Kiki demain. Mais en conduisant sur la route, il vit Bingsu debout toute seule sur le côté. Elle avait l'air d'avoir froid. Shen Yuan pensa qu'elle pourrait attraper froid, mais décida de ne pas s'en mêler. Il repartit en voiture, mais regarda dans le rétroviseur et remarqua des hommes qui l'entouraient. Les hommes demandèrent à Bingsu si elle était seule et si elle avait besoin de protection. Ils dirent que si elle les divertissait, ils le feraient gratuitement. Bingsu leur ordonna de reculer ou elle appellerait la police. Les hommes rirent simplement, disant que son visage en colère rendait la situation encore plus amusante. Mais ils arrêtèrent de rire quand elle donna un coup de pied très fort à l'un d'eux entre les jambes. Bingsu s'enfuit pendant que l'homme se pliait en deux, disant à ses amis de la rattraper. Au début, elle était confiante, pensant pouvoir leur échapper, mais ils étaient trop nombreux. Soudain, elle heurta Shen Yuan. Il lui demanda si elle allait bien. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Mais il n'y avait pas de temps pour parler. Les hommes les entouraient déjà tous les deux. L'homme qu'elle avait frappé dit à ses amis de l'attraper immédiatement. Bingsu maudit tous les hommes dans sa tête, blâmant Shen Yuan d'avoir bloqué sa fuite. Mais Shen Yuan lança un avertissement aux hommes. Il leur dit qu'ils avaient 2 minutes pour partir. L'homme à la crête demanda ce qui se passerait s'ils ne partaient pas. Peu de temps après, tous les hommes étaient étendus par terre, battus. Shen Yuan s'essuya les mains et dit à Bingsu qu'il les avait prévenus. Puis il demanda si elle allait bien. Mais juste après, il perdit 5 points de popularité de plus. Maintenant, le score de Bingsu était à -95. Elle avait l'air furieuse, le regardant comme s'il avait fait quelque chose de terrible. Shen Yuan ne comprenait pas pourquoi cela arrivait. Bingsu l'accusa d'essayer de jouer au héros. Elle croyait que toute la situation avait été planifiée par lui. Elle attendait une voiture, des voyous sont apparus, et soudain il était là pour la sauver. Elle pensa qu'il avait tout organisé juste pour l'impressionner. Shen Yuan resta sans voix. Elle le saisit par le col, disant que Kiki était prête à abandonner son poste au conseil pour un type comme lui, quelqu'un qui trompait tout le monde autour de lui. Elle le traita de déchet, laissant clairement entendre qu'il la mettait encore plus en colère qu'avant. Shen Yuan essaya d'expliquer, mais elle lui dit de ne pas s'embêter et le prévint de ne plus jamais refaire un coup pareil. Resté là, confus, Shen Yuan ne put que regarder alors qu'elle s'éloignait. Les gars au sol commençaient à se réveiller. Shen Yuan déchargea sa frustration sur l'un d'eux avant de s'éloigner en maugréant. Puis son téléphone sonna. C'était Ruoyu, qui appelait depuis son lit à la maison. Elle demanda s'il était libre demain. Shen Yuan voulait savoir pourquoi. Ruoyu dit qu'elle avait juste un peu de temps libre et voulait regarder un film avec lui. Maintenant, les choses se compliquaient.
il avait déjà promis un rendez-vous cinéma à Kiki. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ruoyu mentionna que c'était la première fois qu'elle invitait quelqu'un ainsi, alors elle espérait vraiment qu'il ne la refuserait pas. Shen Yuan réfléchit vite et trouva un plan malin, un film le matin et un autre le soir. Un ami suggéra de se retrouver le lendemain matin. Chen Yuan accepta. Shen Yuan se souvint que lors de leur dernière rencontre, son ami avait parlé d'acheter des billets de cinéma pour aller avec une fille, mais elle ne s'était jamais présentée. Maintenant, il voulait que Shen Yuan l'accompagne à la place. Comme cet ami l'avait toujours soutenu quand Shen Yuan n'avait pas d'argent, dire non n'était pas une option. Son emploi du temps pour la journée devint compliqué. Un film avec son ami à 14 h, avec Kiki à 17 h, et avec Ruoyu à 20 h. Il savait que ça allait être une journée difficile. En attendant, Shen Yuan remarqua soudain une fille assise dans sa voiture. Elle se maquillait. Elle s'excusa distraitement, disant qu'elle s'était trompée de voiture par accident. Shen Yuan lui demanda de sortir, mais elle insista en disant que ce n'était peut-être pas une erreur et demanda ses coordonnées, affirmant ressentir une connexion. Avec son téléphone en main, Shen Yuan lui dit calmement qu'il n'en avait pas. Il était clair qu'il n'était pas intéressé à lui donner une chance. Elle accepta de partir, mais en sortant, quelqu'un la reconnut. C'était Li Wenyi, l'ami de Shen Yuan avec qui il allait voir le film. Liu Wanze demanda pourquoi elle était dans la voiture et si elle connaissait Shen Yuan. Shen Yuan sortit rapidement pour expliquer. Mais Liu Wanze était déjà agacé. Il supposa que la fille avait approché son ami riche juste à cause de la voiture de luxe. Shen Yuan confirma que c'était exactement ce qui s'était passé. Ils montèrent dans la voiture et partirent. La fille resta derrière, choquée que Liu Wanze connaisse des gens aussi riches. Pendant le film, Liu Wanze demanda à Shen Yuan pourquoi il ne trouvait pas de petit ami, disant qu'il avait de la malchance. Shen Yuan lui dit de ne pas trop y penser. Deux filles assises derrière eux commentèrent que c'était inhabituel que deux gars regardent un film ensemble. Shen Yuan expliqua à son ami que montrer trop de besoin auprès des femmes ne faisait qu'empirer les choses. Un vrai homme, dit-il, ne dépensait pas d'argent pour les femmes, il investissait en lui-même. C'était ainsi qu'on impressionnait les autres. Son ami était émerveillé, disant que ça ressemblait à un conseil des dieux. Saisissant la main de Shen Yuan, il le remercia, disant qu'il comprenait enfin. Shen Yuan le prévint d'être prudent, car les gens pourraient mal interpréter. Il ajouta aussi qu'attirer les femmes consistait à être un peu plus beau, un peu plus riche, et avoir déjà quelques admiratrices. Son ami avait l'air frustré, réalisant que ses conseils n'étaient pas vraiment pratiques. En quittant le cinéma, son ami le remercia encore. Shen Yuan mentionna qu'il aurait besoin d'un service dans environ 2 heures. Les filles derrière eux partirent convaincues qu'ils formaient un couple, ce qui faisait partie du plan de Shen Yuan. Dehors, Kiki attendait. Soudain, un homme nommé Wu Banshi s'approcha d'elle, lui demandant son numéro. Kiki a poliment dit qu'elle était en rendez-vous. Mais Wu Banshi n'a pas reculé, affirmant que lui donner son numéro ne gâcherait pas sa soirée. Puis, quelqu'un a tapoté Wu Banshi sur l'épaule. C'était Shen Yuan. Il a posé sa main avec assurance à côté de celle de Kiki et a suggéré qu'ils aillent quelque part de plus calme pour parler. Wu Banshi n'en croyait pas ses yeux. Kiki a accepté sans hésitation. Wu Banshi est resté là, incrédule. Pendant qu'il regardait un film d'action, Kiki jetait sans cesse des regards à Shen Yuan. Elle remarqua qu'il vérifiait toujours son téléphone. Cela la fit se demander ce qui le tracassait autant. Elle lui demanda s'il n'était pas intéressé par le film. Shen Yuan expliqua que c'était des problèmes familiaux qui le préoccupaient ces derniers temps. Kiki le crut, pensant que quelqu'un avec autant d'argent devait avoir beaucoup de responsabilités. Dans sa tête, elle pensait que les gens ne voyaient que ses talents, pas les efforts derrière. Elle s'imaginait qu'il devait s'entraîner dur depuis l'enfance. Soudain, elle posa sa main sur la sienne. Shen Yuan fut surpris de la voir pleurer silencieusement. Il se sentit mal à l'aise, ne comprenant pas pourquoi elle était si émotive. Après le film, alors qu'il marchait dans la rue, elle lui demanda une recommandation. Au moment où il allait répondre, son téléphone sonna. C'était son ami, comme il l'avait prévu plus tôt, pour lui donner une excuse pour partir. Shen Yuan répondit, changea d'expression et dit qu'il devait gérer quelque chose d'urgent. Kiki accepta calmement, disant que c'était bien pour aujourd'hui. Lorsqu'il partit, elle pensa qu'il était vraiment une bonne personne, quelqu'un prêt à quitter un rendez-vous pour aider un ami. Pendant ce temps, assis dans la voiture, Shen Yuan souriait, pensant que son plan avait parfaitement fonctionné. Il ne restait plus qu'une rencontre. Shen Yuan arriva devant l'appartement de Ruwaya et lui envoya un message disant qu'il attendait en bas. Il pensa en lui-même qu'il ne voulait plus jamais planifier une journée aussi folle. Pendant qu'il attendait, quelqu'un l'appela. Peu après, Ruwaya apparut, demandant s'il avait attendu longtemps. En la voyant, Shen Yuan trouva qu'elle était magnifique. Il pensa qu'elle était vraiment une femme rare,
capable d'être belle dans n'importe quel style. Elle demanda s'il était prêt à partir, et il répondit oui. Silencieusement, il pensa que si tout se passait bien ce soir, leur relation pourrait passer au niveau supérieur. Ils allèrent au cinéma, puis au restaurant, et après une soirée agréable, ils retournèrent chez elle. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle lui dit de bien se reposer et qu'elle avait apprécié la soirée. Mais Shen Yuan demanda s'il pouvait entrer juste pour prendre un verre d'eau. Elle sembla heureuse de le laisser entrer. La scène changea pour montrer Shen Yuan prenant une douche. Pendant ce temps, Ruwaya était assise, réfléchissant à ce qu'elle avait fait. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait laissé rester juste parce qu'il était tard. Puis, elle remarqua quelque chose dans sa poche. Elle le sortit. C'était une pile de billets de cinéma de plus tôt dans la journée. Shen Yuan sortit de la douche et se figea. Il vit les billets étalés sur la table. Ruwaya voulait savoir ce que cela signifiait. Était-il accro au film, ou sortait-il avec plusieurs femmes à la fois? Pourquoi s'impliquer avec elle s'il en avait tant d'autres? Shen Yuan ne savait pas quoi dire tandis qu'elle le réprimandait, l'accusant de jouer avec ses émotions. Sa sympathie pour lui diminua de 20 points, tombant à 75. Shen Yuan pensa qu'il aurait dû s'y attendre. Il essaya d'expliquer qu'il n'avait jamais pensé qu'elle lui ferait aussi peu confiance pour quelques billets. Tout ce qu'il avait fait pour elle semblait maintenant oublié. Elle lui dit avec colère d'arrêter de chercher des excuses. Puis Shen Yuan appela Liu Wanzi, lui demandant de confirmer ce qu'ils avaient fait ce jour-là. Liu Wanzi semblait confus, se demandant pourquoi Shen Yuan appelait si tard. Mais il confirma qu'ils étaient allés au cinéma parce que la fille que Liu Wanzi avait invitée ne s'était pas présentée. Ruwaya entendit cela et s'arrêta, incertaine si Shen Yuan disait la vérité. Pour être sûre, elle appela elle-même la fille. Quand la fille répondit, elle confirma qu'elle avait été invitée au cinéma mais avait refusé, jusqu'à ce qu'elle voie la Ferrari. Shen Yuan demanda calmement si Ruwaya voulait vérifier ses cartes bancaires pour voir exactement ce qu'il avait dépensé. Se détournant, il dit qu'il était déçu. Ruwaya réalisa qu'il y avait peut-être eu un malentendu et demanda pardon. Mais Shen Yuan avait déjà refermé la porte derrière lui. Dehors, il pensa qu'il s'était enfin sorti de cette situation en toute sécurité. Plus tard dans la soirée, Ruwaya envoya un message à Shen Yuan. Il répondit calmement qu'il comprenait et lui pardonnait. Se sentant soulagé, elle pensa qu'il était une personne gentille. Sa sympathie augmenta de 21 points. Maintenant que les choses s'étaient calmées, Shen Yuan se rappela qu'il devait être plus prudent. Il réalisa que certaines relations servaient juste à gagner des points et du statut, tandis que d'autres apportaient une vraie joie ou étaient simplement pour le plaisir. Si le système lui avait donné ce pouvoir pour se venger, il pouvait aussi l'utiliser pour se constituer un grand harem. Alors qu'il marchait, un groupe de filles passa en parlant de regarder quelque chose. Il reconnut le nom et décida d'aller voir. Le terrain de basket était bondé de monde. Les filles criaient fort. Non loin, Xuang et son ami se tenaient, et elles se dirigèrent rapidement vers Shen Yuan pour le saluer. Il rincontra Lele. Puis quelqu'un tapota Shen Yuan sur l'épaule. C'était Xian, qui lui demanda s'il aimait le basket. Les gars autour avaient tous l'air jaloux, disant que Shen Yuan avait trop de chance avec les femmes. Puis Bansu arriva, faisant un commentaire sur les hommes qui bavardent toujours. Kiki lui dit de se détendre puisque tout le monde était là juste pour regarder le match. Sur le terrain, Xuan remarqua que Shen Yuan était encore là, entouré de filles. Il pensa que c'était l'occasion parfaite pour se montrer. Xuan s'entraînait au basket depuis 6 mois. Prêt à faire ses preuves, Xuan lança le ballon vers Shen Yuan. Shen Yuan sentit la trajectoire venir et attrapa facilement le ballon, comme dans une scène de film de super-héros. Il regarda Xuan et lui fit remarquer comme c'était triste qu'il soit encore amer à cause du concours de piano. Xuan s'en moquait. Il défia Shen Yuan à jouer au basket à la place. Shen Yuan était clairement agacé mais renvoya la balle à Xuan, disant qu'il jouerait. Xuan essaya de l'attraper, mais il fut repoussé en arrière par la force. Kiki fut impressionné par la force de Shen Yuan, tandis que Bingsu marmonnait que les hommes n'étaient que des combattants sauvages. Les amis de Xuan se précipitèrent pour l'aider à se relever, choqués par la puissance de Shen Yuan. Shen Yuan proposa alors de jouer un match complet 5 contre 5 pour vraiment voir qui était le meilleur. La foule était stupéfaite. Il ne pouvait pas croire qu'il avait défié l'équipe de l'école de cette façon. Xuan se sentait confiant puisqu'il avait l'équipe de l'école, l'entraîneur, et même les arbitres de son côté. Il était sûr de gagner. Le match commença. Xuan reçut la balle et planifia d'humilier Shen Yuan. Mais Shen Yuan ne s'inquiétait pas. Il savait que les coéquipiers n'avaient pas d'importance quand il avait le système. Il ajouta 30 années d'expérience en basketball grâce au point du système. Xuan continuait de penser qu'il maîtrisait la situation. Il tenta un dunk. Mais soudain, Shen Yuan apparut et bloqua le tir facilement. Tout le monde resta figé.
Personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Il n'a fallu qu'un seul jeu pour que Xu commence à perdre confiance. Shen Yuan dit alors que c'était son tour, mais l'arbitre siffla et appela une faute. Xu prit le lancer franc et marqua un point. Il se sentit fier, pensant que Shen Yuan n'avait aucune chance avec toute l'école qui le soutenait. Mais la foule commençait à remarquer à quel point les choses semblaient injustes. Appeler des fautes comme ça semblait mesquin. Maintenant, Shen Yuan était vraiment prêt à mettre fin à tout ça. Le match reprit. Shen Yuan vola la balle et marqua immédiatement. Les défenseurs n'avaient même pas bougé. Xu gronda son équipe, leur reprochant d'avoir laissé Shen Yuan marquer aussi facilement. Une fois de plus, ils essayèrent de bloquer Shen Yuan. Il sauta plus haut que personne ne l'attendait. Sans aucune difficulté, il marqua un autre panier. Même l'arbitre semblait confus. Pourquoi Shen Yuan faisait-il autant d'efforts si le match était truqué contre lui? L'arbitre se rappela avoir enseigné aux élèves de toujours donner le meilleur d'eux-mêmes, quoi qu'il arrive. Regarder Shen Yuan jouer émut la communauté du basketball. Shen Yuan avança encore, remarquant que tous les autres sur le terrain semblaient figés. Depuis les gradins, Kiki murmura qu'il gagnait et restait fidèle à lui-même. Xu ne comprenait pas pourquoi plus personne ne suivait son plan. Le score était maintenant de 60-2. Xu était complètement épuisé tandis que Shen Yuan continuait. Xu pensa que s'il pouvait bloquer ne serait-ce qu'un seul tir, peut-être qu'il ne paraîtrait pas si mauvais. Chen Yuan approacha. Xu sauta, lui donnant un coup de coude dans la poitrine. Mais au lieu de blesser Shen Yuan, c'est le bras de Xu qui se cassa. Il tomba au sol en douleur tandis que Shen Yuan terminait le dunk. Shen Yuan gagna des points de sympathie auprès de Kiki. Il gagna aussi des points auprès de plusieurs autres filles qui regardaient le match. En partant, il déclara que Xu ne méritait pas d'être capitaine de l'équipe. Xu répliqua sèchement, disant que Shen Yuan regretterait cette arrogance. Certaines filles avouèrent avoir oublié d'enregistrer parce qu'elles étaient trop occupées à regarder à quel point Shen Yuan était incroyable. Maintenant, même Jian voulait savoir où se trouvait Shen Yuan pour lui donner une bouteille d'eau. Kiki avait aussi une bouteille pour lui. 4 filles différentes tenaient maintenant des bouteilles d'eau, chacune espérant qu'il choisirait la leur. Shen Yuan paniqua, sachant que choisir l'une d'elles pourrait rendre les autres jalouses. Après le match, sous la douche, il reçut une demande d'amis de quelqu'un du groupe des riches. La personne appela et demanda négligemment si Shen Yuan était intéressé à trouver une épouse. Shen Yuan ne sut pas comment prendre cela. La prochaine personne à gérer pour Shen Yuan fut Gao Xuanyan, une actrice de 22 ans. Sa carrière se déroulait bien jusqu'à ce qu'elle soit prise dans un scandale en ligne. Son contrat fut annulé. L'homme qui avait appelé du groupe des riches était Gao Lang, son frère, demandant si Shen Yuan pouvait l'aider. Shen Yuan demanda s'il avait bien entendu. Gao Lang essayait-il de marier sa sœur à lui? Gao Lang répondit que ce n'était pas exactement ça. Il expliqua plus calmement que sa sœur avait été faussement accusée et avait maintenant besoin d'argent. Gao Lang proposa de vendre sa maison à Shen Yuan. Chen Yuan y réfléchit. Il devait bien acheter une maison un jour. Une actrice comme elle serait probablement une cible parfaite pour le système. Elle dépenserait beaucoup d'argent et s'intégrerait facilement dans ses plans. Il dit à Gao Lang d'organiser une rencontre pour qu'il puisse voir à la fois la maison et la sœur. Gao Lang accepta, pensant que M. Yan était aussi incroyable que les rumeurs le disaient. Chez elle, Gao Xuanyan était furieuse. Sa carrière s'effondrait, et maintenant des hommes au hasard lui proposaient de l'épouser comme si cela allait tout résoudre. Aucun d'eux ne méritait quelqu'un comme elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était jouer la comédie, pas gérer ses absurdités. À ce moment-là, son frère appela, lui disant de ne plus s'inquiéter de l'argent. Il dit avoir trouvé la personne parfaite. Quand elle demanda qui, il répondit que c'était un homme très influent qui était récemment devenu célèbre. En entendant le nom de M. Yan, Gao Xuanyan imagina immédiatement un vieil homme gros. Furieuse, elle dit à son frère qu'il allait se faire frapper quand il rentrerait. Le frère de Gao Xuanyan essaya d'expliquer que la personne venue voir la maison était impressionnante et lui demanda de la montrer correctement. Mais elle raccrocha, frustrée, pensant que tous les hommes étaient des problèmes. Elle se dit qu'elle préférerait sauter d'un immeuble. Elle ne prendrait jamais une seule pièce d'un homme comme ça. Pendant ce temps, devant sa maison, Shen Yuan arriva, impressionné par la structure du bâtiment et son emplacement pratique. Il sonna à la porte. Xuanyan supposait qu'un vieil homme attendait déjà dehors comme un fou désespéré. Prenant son temps, elle descendit lentement le couloir juste pour l'agacer. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit Shen Yuan, elle fut surprise. Il se presenta. Puis il entra avant même qu'elle puisse demander qui il était. Elle avait du mal à croire qu'une personne aussi jeune et séduisante était le soi-disant patron dont son frère avait parlé. Shen Yuan s'assit sur le canapé et l'invita négligemment à le rejoindre. Elle se sentait mal à l'aise, c'était sa maison après tout, mais elle joua le jeu.
Lorsqu'elle lui demanda s'il voulait voir le reste de la propriété, il répondit qu'il en avait déjà assez vu. Ce n'était pas pour cela qu'il était venu. Il lui dit directement que ce qui comptait pour lui n'était pas la maison, mais elle. Il voulait qu'elle soit sa maîtresse. Shen Yuan avait de nouveau activé le système, visant des points de faveur. Xuanyin avait un score d'apparence de 9,2 et une faveur à -35. Décidant de ne pas perdre de temps, Shen Yuan fut audacieux. Mais Xuanyin n'était pas contente. Elle trouva qu'il était trop direct et dit que s'il voulait vraiment quelque chose comme ça, il y aurait des conditions. Une voiture valant 10 millions, un appartement incroyable et un investissement de 2 milliards dans 2 films où elle jouerait. Avant qu'elle ne puisse finir de lister ses exigences, Shen Yuan dit simplement que cela semblait facile. Elle le regarda, stupéfaite que quelqu'un accepte aussi vite. Le garçon n'avait clairement aucun problème à dépenser l'argent du système. Quand le frère de Xuanyin rentra chez lui, il fut surpris de voir la voiture de Shen Yuan toujours garée dehors. Il se précipita à l'intérieur et demanda à sa sœur pourquoi la voiture du célèbre Lonely Cigarette n'était pas encore partie. Xuanyin, d'un ton fatigué, dit qu'elle avait déjà reçu la voiture en cadeau de Shen Yuan. Elle montra à son frère le virement sur son téléphone. Son frère demanda si elle avait au moins reçu les 2 millions qu'il attendait de la vente de la maison. Mais elle lui montra qu'elle avait reçu 1 milliard. Ses yeux s'illuminèrent, réalisant que Shen Yuan aimait vraiment sa sœur. Il pouvait maintenant se détendre et prendre sa retraite en tant qu'oncle décontracté. Pendant ce temps, Xuanyin ne pouvait s'empêcher de penser à Shen Yuan. Il lui avait tout donné, de l'argent, une voiture, même transféré la propriété de la maison à son nom. Puis était parti tranquillement, disant qu'il n'aimait simplement pas voir de belles femmes souffrir. Lors de la remise des diplômes de Bang Su, elle avertit Kiki de faire attention à Shen Yuan. Kiki essaya d'expliquer qu'il n'était pas comme ça, mais Bang Su n'était pas prête à changer d'avis. Puis Bang Su dit à Kiki qu'elle croyait que Shen Yuan avait fait venir des voyous le jour de son anniversaire juste pour l'impressionner. Kiki fit remarquer à quel point cela semblait étrange. Elle rappela à Bang Su que tout le monde à l'école aimait Shen Yuan et lui montra une photo de Choual et son père tenant une pancarte en sa faveur. De plus, le jour de l'anniversaire de Kiki, Shen Yuan ne savait même pas qu'elle y allait. Alors comment aurait-il pu organiser une telle chose? Bang Su commença à douter d'elle-même, se demandant si elle n'avait pas exagéré. Gênée, elle partit sans rien dire de plus. Elle réalisa qu'elle avait peut-être été prise dans sa propre paranoïa. De retour au travail, Bang Su se sentait vidée. Elle regrettait d'avoir accusé le petit ami de son ami de la draguer alors que ce n'était pas vrai. Chaque fois qu'elle se rappelait l'incident, elle ne pensait qu'à Shen Yuan la protégeant. Soudain, son patron l'appela dans son bureau, la ramenant à la réalité. Son patron expliqua qu'il y aurait un dîner de charité avec les plus grands hommes d'affaires de la ville, et qu'elle devait y assister pour réseauter avec un homme riche nommé Yang. Van su se sentit de que. Elle avait rejoint une entreprise dirigée par des femmes pour éviter ce genre de choses, mais elle n'avait pas le choix si elle voulait garder son emploi. Chez elle, Shen Yuan discutait avec le groupe de millionnaires. Depuis qu'il avait donné tout cet argent à Xuanyin, elle avait réussi à laver son nom. Shen Yuan était sincèrement impressionné par la manière dont elle gérait tout. Pendant qu'il était en ligne avec Chang Qi, il fut invité au même dîner de charité. Sachant que ce serait rempli de riches, il pensa que c'était une bonne occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau sur qui dépenser de l'argent. Chez Gao Xuanyin, elle continuait à travailler dur pour se défendre contre le scandale. Chaque fois qu'elle avait besoin de plus d'argent pour le marketing, Shen Yuan lui envoyait un autre virement. Elle se disait que cela ne voulait rien dire, mais son score de faveur continuait d'augmenter quand même. Le jour du dîner de charité arriva. Toutes les personnes riches que Shen Yuan avait battues dans diverses compétitions étaient là, du gars du bar aux joueurs de basket. Xuan mentionna qu'il allait aux toilettes, mais en vérité, il espérait rencontrer le nouveau magnate du groupe. Il avait fait ses recherches. Il s'attendait à quelqu'un de mature, élégant et expérimenté. Il se plaça à la porte pour être le premier à saluer cette personne. Mais à la place, il vit Shen Yuan arriver. Il se demanda pourquoi Shen Yuan était là, habillé comme un agent de sécurité. Le costume que portait Shen Yuan coûtait 20 000, mais Xuan ne le savait pas. Xuan se moqua de lui demandant s'il était tombé si bas pour travailler maintenant comme agent de sécurité. Shen Yuan répondit calmement qu'il était là en tant qu'invité. Xuan rit et suggéra qu'ils entrent ensemble, pensant secrètement que Shen Yuan mentait. À l'entrée, la sécurité demanda à voir l'invitation de Shen Yuan. Shen Yuan se rendit compte qu'il n'en avait pas. Xuan se mit à rire bruyamment, se moquant de lui pour être venu ainsi. Une autre voiture arriva à l'événement. C'était Bang Su, arrivant pour le travail. Dès qu'elle descendit, beaucoup d'hommes ne pouvaient détacher leurs yeux d'elle. Bien qu'elle n'aimât pas arriver dans une voiture aussi luxueuse, cela faisait partie de son travail. Entendant du bruit, elle regarda dans cette direction. Elle vit Shen Yuan se disputer avec le garde de sécurité.
Il était frustré, disant qu'il savait qu'il avait été invité. Le garde expliqua que les invités officiels avaient reçu quelque chose chez eux comme preuve. Bang Su ne put s'empêcher de rire, demandant s'il pensait vraiment être aussi important. Mais elle prit la parole et dit que chaque invitation permettait d'amener un invité. Shen Yuan pouvait entrer en tant qu'invité à elle. Le garde le laissa passer sans problème, tandis que Shen Yuan restait là, confus, se demandant pourquoi Bang Su l'aidait alors qu'elle ne l'aimait clairement pas. Elle lui dit de ne pas mal interpréter. Son opinion sur lui n'avait pas changé. Elle lui devait juste une faveur pour l'avoir sauvé cette nuit-là avec les voyous. Shen Yuan n'aimait pas l'idée d'être traité comme une faveur remboursée. Il était sur le point de passer un appel pour embarrasser Xuen lorsque Bang Su est intervenu et a ruiné son plan. Il lui a dit franchement qu'elle ne devait pas considérer le fait de l'aider comme un retour de faveur. Il ne lui avait jamais rien demandé et préférait qu'elle reste en dehors de ses affaires. Si tu as aimé ce résumé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains recaps de Manhwa.